Bienvenue à tous pour ce bilan 2019. Voilà, donc on va essayer de faire une émission en 3 parties parce qu'on va pas vous épargner un peu la série d'émissions top, flop, déception, attente, machin comme font la plupart. On va essayer d'être concis, de vous faire tout ça en une seule. Nous, on n'a pas de monétisation, on n'a Voilà. pas besoin d'avoir 3 vidéos. Une seule vidéo, ça suffit, vous inquiétez pas, on n'a rien à perdre, c'est pas un problème. Voilà, alors tu veux qu'on commence par quoi pour l'instant? Alors, le mieux, c'est de commencer par les tops. D'accord? Après, on fera un petit peu les déceptions. Puis après, on finira par un top de la décennie. Il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Donc alors on va commencer par les meilleurs films de l'année 2019. Alors évidemment c'est très subjectif, ce sont nos propres choix. Il se peut qu'on ait des ex-aequo, ça peut arriver aussi. Mais évidemment on essaye de les limiter, mais ça peut arriver. Ou quelques spécificités si jamais il y a lieu d'y être. Mais bon, on vous les justifiera à ce moment-là. Oui. Donc alors dans les meilleurs films 2019, on va classer les films en 10, on est d'accord? Ouais, c'est bon. 10. Donc on va commencer par le film numéro 10 pour ta part. Alors, pour moi- Pas pour ma part, pour sa part. Pour ma part, alors pour moi, ce sera en 10e position à couteau tiré. Parce que. Oui, c'est bizarre. Hein. Ça, ouais. Parce que, avec du recul, Hmm. ben, j'ai encore le film en tête et j'ai passé vraiment un bon moment. Malgré ces petits défauts que j'avais relevés dans la critique, j'ai vraiment passé un bon moment et c'est un film que j'ai envie de revoir et que je trouve sympa. Donc, je trouve que quand on fait le cumul de tout ce que j'ai vu sur l'année, c'est un des films qui ressort. Alors, je l'ai mis en 10e parce que c'est pas non plus le film, mais voilà, il méritait sa place. Bon, c'est une petite perle, hein. Ça ressemble à une Agatha Christie comme on aime bien. Si vous aimez Agatha Christie, c'est vrai que c'était un très très bon moment. On a fait une Ouais. émission dessus. C'est ça. On a beaucoup aimé tous les deux, donc on vous invite à aller voir l'émission. Donc moi, en 10e place, moi je dirais La Belle Époque de Monsieur Bedos. Un film français donc qui est après Monsieur et Madame Adelman et franchement une très très bonne surprise que j'ai eu la chance de découvrir à Cannes Ouais. et qui est vraiment drôle, attachant et tout ça et qui a un rythme effréné. Et voilà, j'aime bien parce que ça parle aussi d'une époque que mes parents ont vécu et puis moi j'ai vécu un peu les restes de cette époque et je trouve que, non pas que je sois très très vieux, hein, je date pas de Mathusalem, mais bon, voilà, j'ai bien aimé le film, je trouve que c'est bon esprit et je pense que c'est un réalisateur en devenir, Nicolas Bedos. Oui, bah, ça fait déjà un petit moment maintenant. Ouais, mais bon, j'aime bien son humour. Je trouve Ah, moi, que- je l'attends avec ouais, OSS. Ouais, OSS, j'avoue que là aussi, j'ai la hype de fou parce que bon, je suis fan de OSS. Ah oui. Donc en 9e position, Alors en 9e position, je me rappelle plus. Oui, j'ai mis. allez, regarde ces notes. En 9e position, j'ai mis Ad Astra. Parce que je trouve. Toi aussi Non, non, vas-y. Parce que je trouve que c'est un beau voyage dans l'espace qui est quand même assez lent. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'étais un peu fatigué quand je l'ai vu et à certains moments j'ai cru que j'allais m'endormir. Mais c'est parce que c'est reposant. C'est un film reposant, un film, une belle berceuse dans l'espace. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve que Brad Pitt était excellent Il est là-dedans. très bon, Brad Pitt. Il tient un de ses C'est meilleurs une année rôles. Brad Pitt, on peut dire. Ouais, bah oui, totalement. Et ben moi, en 9e position, figure-toi que c'est aussi également Ad Astra, donc de James Gray. Bah, j'ai pour les mêmes raisons que toi, ce voyage un peu initiatique à la recherche du père qui m'a aussi touché. Ouais. C'est un très beau film, déjà notamment visuel, de science-fiction. Pourtant, je l'avais déjà dit, je suis pas fan de James Gray, mais là, le film a d'autres qualités qui m'ont emporté, notamment la prestation de Brad Pitt qui est dedans et tout en contenance, il est sobre et tout ça. Enfin bon, j'aime beaucoup en plus la voix de. Il a une très belle VF dans ce film d'ailleurs. Ouais. C'est toujours le doubleur attitré de Brad Pitt. Que ce soit en VF ou en VO, le film est très très bon. Donc on est d'accord sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là, nous sommes tout à fait d'accord. Donc en 8e position, on va pas perdre de temps, allons-y. Alors la 8e position, il y en a beaucoup qui vont pas la comprendre. Hmm. C'est un film qui me touche moi, mais personnellement par rapport à mon enfance et tout ça, c'est très compliqué. Je sais que beaucoup vont pas partager parce qu'ils vont se dire qu'il a volé la place de l'autre. Pour moi, c'est Détective Pikachu. Alors pourquoi Détective Pikachu? Parce qu'en général, quand on fait un film reprise de jeux vidéo ou d'anime, les gens se plantent tout le temps. Et bien là, j'ai une bonne surprise, alors que c'est ma licence préférée, c'est la licence de mon enfance, c'est qu'ils ne se sont pas plantés, ils respectent parfaitement l'univers, c'est bien produit. Alors oui, c'est pas un grand film, mais pour ceux qui aiment Pokémon, ben, c'est plaisant à regarder, à vivre, c'est rigolo. Je trouve que c'est, comme je l'ai dit, ultra respectueux. Et rien que pour ça, parce que j'avais vraiment peur qu'il le rate, moi, Pokémon, tu sais, ça a fait toute mon enfance, hein, de mes 6 ans à maintenant encore. C'est quelque chose qui m'a accompagné, quand j'étais triste, je jouais à Pokémon. Enfin, c'est vraiment quelque chose, Pokémon, moi, qui est énorme pour moi. Et rien que pour les remercier de ne pas avoir, entre guillemets, chié sur la licence, pour moi, elle avait sa place dans ce top, pour moi. Pour moi, en 8e position, ce sera un ex-aequo et c'est 2 films français. Donc le premier, c'est J'accuse de Roman Polanski. J'ai adoré ce film parce que pour moi, c'était un peu Brigade du Tigre qui rencontre James Bond. Je connaissais pas l'affaire Dreyfus dans toute son entièreté, je vais dire. Donc finalement, j'ai bien découvert cette espèce d'enquête minutieuse et en fait, tous les tenants, les aboutissants du début avec
le Dreyfus qui se fait défroquer en pleine place d'Armes. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et je trouve que c'est un film qui prend son temps, qui est intelligent et qui est un des meilleurs, je pense, films de Polanski, tout simplement. Voilà, sans rentrer dans n'importe quelle polémique. Oui, hein. non. J'arrive à faire abstraction entre l'homme et l'œuvre. Mais bon, voilà. Surtout qu'on a beaucoup parlé de Polanski cette année, notamment pas que pour J'accuse. Un hein. petit peu trop d'ailleurs, enfin, Pour, pas un petit peu trop, mais ouais. Pour un petit film aussi à Cannes qui est sorti, donc, qui a été réalisé par un certain Quentin Tarantino, où il est également touché personnellement. Et en ex-aequo, l'intervention de Fred Grivois avec Alban Lenoir. J'ai adoré ce film sur la création du GIGN. C'est un film qui n'a pas du tout, qui n'a pas eu beaucoup de succès, je pense, mais qui mérite. C'est un film de genre français, d'action, et pas que, parce que ça parle d'un traitement géopolitique justement en Afrique, et qui raconte l'histoire d'une prise d'otage d'un bus et qui a permis en fait de déclencher la création de ce qu'est aujourd'hui le GIGN. D'accord, Voilà. je l'ai pas vu. Et c'est un excellent film, c'est vraiment un film très efficace. Dur parfois, c'est avec Olga Kurylenko aussi et Vincent Pérez. Et franchement, c'est un film qui, je pense, aurait mérité vraiment de marcher cette année. C'est bien dommage. En 7e position. Alors moi en 7ème position, c'est le seul blockbuster de l'année que j'ai mis. C'est Alita Battle Angel, parce que je trouve qu'il réussit un peu tout. La seule mauvaise nouvelle, c'est que bien évidemment, il n'y aura pas de suite. C'est pas encore sûr. Hein. Non, mais bon, pour l'instant, j'ai... Voilà, apparemment, James Cameron est en train de draguer du côté de Disney pour essayer de faire une suite. Oui, Ce serait bien, parce que franchement... Il n'y a que Disney qui est capable d'avoir le budget de faire ce genre de film. Ah bah oui, voilà, c'est clair. Voilà, parce que l'univers est bon, les effets spéciaux n'étaient pas je suis dégueux. d'accord avec toi, c'est un excellent film. Les scènes Moi, je l'ai d'action pas étaient dans bonnes. mon top, je le dis tout de suite, mais j'avoue que visuellement, c'est visuellement, c'est la grosse vague de l'année. Ouais. Mais visuellement. Parce que moi, je voulais mettre un blockbuster. Hmm. Et j'ai réfléchi entre lui et Avenger. Et j'ai préféré mettre Alita pour l'originalité. Bon, on en parlera tout à l'heure. Moi, c'est plutôt dans les mentions honorables, mais bon, effectivement, c'est vraiment une claque visuelle Alita. C'est un trait, d'ailleurs, de, je pense, le meilleur relief de l'année. Ah bah et oui. Visuellement, c'était magnifique. C'est un bon film. C'est sympa. Donc moi, en 7e position, c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, qui est sorti sur les plateformes VOD, et qui s'appelle The Highwayman de Johnny Hancock, pardon, avec Kevin Costner et Woody Harrelson. C'est un film, moi, qui m'a touché parce que j'aime beaucoup l'histoire de gangsters des États-Unis, qui se passe surtout pendant la Prohibition. J'avais adoré Public Enemies. J'ai bouffé des tas de bouquins, des tas de sites internet sur ce genre d'histoire. Et moi, ce film-là m'a touché parce qu'en fait, il prend le contrepoint de ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire, voilà, le film ne traite pas forcément du parcours de Bonnie and Clyde, mais il parle du parcours des gens qui les ont traqués. Ouais. Et jusqu'à rendre le couple mythique fantomatique. Et j'ai trouvé ça vraiment très original et très vrai, parce qu'en fait, le film est plutôt une adaptation réaliste de ce qui s'est vraiment passé. Parce que bon, Bonnie and Clyde, c'était pas des enfants de cœur, c'était plutôt deux gros salopards. Ah oui. Et qui étaient plutôt adeptes du triolisme. Hein. En plus, ils étaient trois dans la vie. Ils étaient pas forcément, c'était pas un couple. Il y avait aussi un autre gars avec eux, avec qui ils partageaient leur trio en fait. Alors, je vais pas dire leur couple, mais leur trio. Voilà. Et je trouve que les deux acteurs, les deux stars, Woody Harrelson et Kevin Costner, font vachement bien le taf. La réalisation a beau être classique, le film est très efficace sur un final extrêmement violent, qui personnellement est la scène qui m'a le plus touché au niveau de la violence cette année. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire je ne pensais pas que ça allait être aussi... Je savais que ça allait finir comme ça, mais carrément, je pensais que dans la version d'Arthur Penn, tu vois, la fusillade finale était... Bon, elle était violente, mais bon, ça restait quand même... Voilà. Là, c'est vraiment très hard. Hein. Il y a des giclées de sang, enfin bon, et donc ça m'a un peu touché, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui m'a bien remué pendant quelques mois, ça m'a travaillé, enfin voilà. C'est mon 7e choix, c'est The Highwayman de Johnny Hancock. 6e position. Alors pour ma part, ce sera le seul film d'horreur de cette année, parce que un film d'horreur c'est assez catastrophique. Ce sera Midsommar, qui est un film d'horreur entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais il y a cette ambiance qui m'a mis mal à l'aise, qui tout le long du film me mettait mal à l'aise, bizarrement en plein jour. Cette réalisation assez originale. C'est solaire. Ouais, c'est malsain, c'est tellement bizarre. Ce film, c'est dur d'en parler. C'est vraiment dur d'en parler parce que je trouve qu'il y a une ambiance. C'est une ambiance qui te fait tout. Alors oui, c'est pas de l'horreur, mais c'est de l'angoisse. C'est un final limite. Limite, on pourra en rire de ce final parce qu'il est tellement explosif et en même temps tellement, comment on dit, un peu nanar, tu vois. Oui, les Arby, hein, c'est vraiment... Moi, ça m'a fait penser à un film qui s'appelait The Wicked Man. C'est aussi, ça se passe dans une secte un peu bizarre. Enfin, on y a quelques ressemblances. Ouais. D'accord, mais voilà, Midsommar m'a fait réfléchir longtemps après sa sortie. Et aujourd'hui, ça reste cette année le film classé épouvante horreur que je garde le plus en tête.
Alors pour moi, ça sera à couteau tiré. Voilà, bon, je fais pas très original. Ça a été une bonne surprise cette année. Je suis adepte des films d'Agatha Christie. Voilà, j'adore ça. J'en revois très très fréquemment. Que ce soit ceux avec Peter Ustinov, David Suchet ou Albert Finney. Je suis vraiment très très client de ce genre de film. Et là, de voir en plus James Bond qui prend le costume du détective privé très iconisé de Ryan Johnson, je trouve que c'était vraiment une bonne chose. Et au moins, ça remet aussi Ryan Johnson, ça le réhabilite parce que c'est un beau réalisateur. On parle toujours de lui avec le dernier Jedi, mais il a fait Looper, et Looper pour moi c'était déjà une excellente surprise. Et je pense que c'est un bon réal. Bon, il a fait une fausse note et je pense qu'on lui a un peu trop tombé dessus alors que... Oui, il veut recommencer sa fausse note parce qu'il veut faire une trilogie maintenant. Ouais, non, il va d'abord faire à couteau tiré numéro 2. J'espère bien. Voilà, donc qui reste dans ce créneau-là, ça lui va parfaitement. Ça lui va très bien. Alors, 5e position. Alors pour moi, 5e position, c'est un film qui a été longtemps plus bas, enfin plus vers le top 1 dans mon classement. Mais voilà, moi quand on rentre dans le 5, c'est quand on commence à rentrer en sérieux. Donc c'est Once Upon a Time in Hollywood, parce que j'ai passé un bon moment. Alors je comprends toutes les critiques qui disent on s'ennuie, machin, parce que moi-même, j'avais pas toutes les références que tu avais toi. Maintenant je vois le film encore plus différemment avec ce que tu m'as raconté quand on a fait notre critique. Et non, c'est un bon Tarantino, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un très bon Tarantino. Un final, tu parlais d'un final sanglant, pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué. Le final de Once Upon a Time, je l'ai trouvé, mais qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce qui m'a fait du bien. Ouais, mais c'était rigolo, voilà, c'est pour ça. Ouais, mais c'était ultra violent, mine de rien quand même. Et non, voilà, Once Upon a Time, 5e place, parce qu'après, ce ne sera pas forcément des meilleurs films en termes de réalisation, mais ce sera des films qui m'auront un petit peu plus touché. Mais voilà, 5e position, Once Upon a Time. D'accord. Et bien moi en 5e position, c'est un ex-aequo. C'est le dernier de la liste. C'est The King, parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai été surpris, encore une fois, c'est un film de Netflix. Alors je me fous complètement si c'est pas la réalité historique, j'en ai rien à taper. Braveheart ne l'était pas non plus. The King m'a embarqué dans une histoire. Je savais pas ce que j'allais voir. Effectivement, à la fin, j'ai compris que c'était le Henri V de Shakespeare qui était réadapté avec Falstaff et tout ça, avec Edgerton qui joue Falstaff. Et ben, je me suis régalé. Je suis désolé, j'ai vu un film de cinéma, mais qui, hélas, pour une fois, n'était pas au cinéma. Et j'aurais franchement vraiment voulu le voir au cinéma, car il y a des images dans ce film, une ambiance, une atmosphère. Il y a vraiment quelque chose. Et moi, qui ne suis pas fan de Timothée Chalamet, dedans, j'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'était vraiment le film que je n'attendais pas du tout. J'ai vu un grand film épique, historique, même s'il est très lent, il se passe toujours des choses. On s'ennuie jamais. Et je m'en tape si c'est pas du tout la réalité historique, si ça prend des grandes facilités. J'ai vu un beau film. Et comme j'ai vu Braveheart, j'ai vu un beau film et ça restera un grand film. Et là, je pense qu'il faut faire abstraction de tout le côté historique parce que le réalisateur a une proposition. Il a une ambiance et il la décrit parfaitement. Voilà. Et dedans, il y a Robert Pattinson qui fait un grand méchant. Effectivement, il a un accent chelou en VO, mais quand... écoutez, voilà, c'est un parti pris. Moi, j'ai adhéré, j'ai bien aimé. C'est là que je me suis rendu compte que Pattinson, il pouvait aussi faire le Joker tellement il était barré. Et parce il a un look un peu, et pas forcément Batman, parce que je pensais au Joker parce qu'il va faire Batman. Mais je veux dire, quand on voit The King, on se dit, lui aussi, il aurait très bien pu faire Joker. Il avait un peu la morphologie et le style. De toute façon, Pattinson, c'est un acteur à suivre. Oui, je pense. Là, j'ai vu The Lighthouse avec lui. Le film, j'ai quelques réserves, mais il est incroyable dedans. On verra ça l'année prochaine. Mais bon, voilà. Donc, en ex-aequo, Joker. Parce que pour moi, Joker, c'était une très très bonne surprise. Voilà, c'est un film qui est très scorsésien dans l'âme. Oui. L'acteur, j'ai rien à dire, mais en même temps, moi, son seul défaut, c'est que l'acteur, j'en attendais pas moins. Je savais que Joaquin Phoenix était très très bon. C'est pas le jeu d'acteur qui m'a surpris, parce que je savais que de toute façon, il allait partir dans un délire de fou, et il y arrive très très très, très bien. Et cette montée crescendo est magnifique. Et voilà, c'est un très très bon film. Le seul bémol que je mettrais sur Joker, c'est qu'effectivement, avec le recul, je me dis, bon, oui, pourquoi ? Alors c'est un one-shot, il est pensé comme tel. Est-ce qu'il y aura une suite ou pas ? Est-ce que ça vaut vraiment le cas de faire une suite ? Si, mais alors si on fait une suite, il faut que l'univers soit étendu, mais de la même façon. Je suis pas forcément, moi qui ne suis pas contre les suites, là, je ne suis pas forcément pour. Ah oui, moi non plus. J'avoue que c'est un one-shot. C'est pour ça que je me dis que finalement, c'est un film one-shot et qu'il est très très bien comme tel. Ou alors ? Mais avec un recul, je me dis que c'est limité, si tu veux. Oui. C'est qu'après dire, pourquoi avoir fait ce film alors qu'on sait très bien que il fait partie, le personnage, l'antagoniste d'un univers qui est très très riche. Bien sûr. Et là, forcément...
Mais ce qui pourrait être intéressant à voir, c'est de le voir face à Robert Pattinson Ah, Batman. je suis d'accord. Mais Là, si à la limite on doit faire une suite, je préférais qu'on fasse un Batman avec Robert Pattinson et Joaquin Phoenix. Les deux sont des excellents acteurs. Il y a moyen de faire un Batman et pourtant j'adore ceux de Nolan. De rhabiller Nolan. Là. Nolan a prouvé qu'il était tout à fait capable de faire des Batman sérieux. Donc effectivement, oui, ça vaudrait le coup. Mais est-ce que ça va avoir lieu? Je n'en sais rien. Je pense pas, mais ce serait bien. Ta 4e position? Ma 4e position, je suis en train de la lire. Oui, bien sûr, c'est un film que tout le monde oublie parce qu'il a eu les Oscars l'année dernière en fait. Ouais. C'est Green Book. Ah oui, c'est 2010 aussi. Ça. Pardon, 2019 aussi. 2019. Green Book, mais oui, quel claque. Film. Oui. Mais quel claque, Viggo Mortensen, mais même, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Ouais, il y a un nom imprononçable, hein, mais bon, j'arrive pas jamais à le prononcer. Ouais, ils sont bons, ils sont vraiment très 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 bons. Le film a un propos qui est très beau, qui est très bien mené, qui est jamais dans le trop, jamais dans le leçon de morale, c'est toujours bien amené. C'est un kiff. Green Book, il mérite amplement l'Oscar qu'il a eu l'année dernière. C'est un grand film. C'est un très bon film. Effectivement, je l'avais un peu oublié parce que pour moi, il faisait partie des films de l'année dernière. C'est ça. Mais c'est effectivement un très bon film. J'ai acheté en Blu-ray récemment parce que preuve que le film m'a marqué. Alors moi, en 4e position, c'est un film coréen. Je suis désolé, c'est Le Gangster, le flic et l'assassin. Je l'ai vu très récemment et j'ai pris une baffe. J'ai un peu découvert le cinéma coréen cette année. Et ce film-là m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai adoré cette espèce de buddy movie entre un flic et un gangster mafieux qui sont obligés de s'associer en fait pour pouvoir choper un tueur en série. Et le film ne défaillit jamais, c'est constamment, c'est un rythme effréné, on a l'impression de voir un buddy movie des années 90, mais avec de la subtilité. Il y a des idées de mise en scène, des idées de mise en situation qui sont extraordinaires, notamment la fin. Je ne vais pas vous spoiler à la fin, mais il y a des idées de fous qui sont vraiment très 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 bonnes. Et les acteurs ont un charisme de malade, quoi. Pour moi, le cinéma coréen, en fait, il reprend en fait le cinéma tel que les Américains l'ont laissé dans les années 90 et il l'améliore. Voilà, il extrapole, il transcende les codes du genre du film d'action. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi la bonne surprise de ces derniers mois parce que je l'ai vu très très récemment. J'aurais aimé le voir à Cannes parce qu'il était passé à Cannes. Alors je sais que Stallone a acheté les droits. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on voit le film, on se dit Stallone il ferait très très bien le gangster, boxeur qui frappe sur tout le monde. Parce que lui aussi il a un charisme de fou, cet acteur coréen. Je n'ai pas son nom en tête malheureusement. Mais c'est vraiment un excellent film. Excellent polar d'action. Ouais. Je l'avais vu ici, tu vois, j'ai pas été aussi enchanté. Mais écoute, voilà. Je comprends. Moi, pour les raisons que je viens de vous énumérer, j'ai beaucoup aimé ce film coup de poing, je dirais. Voilà. On va passer à la numéro 3. Tu as regardé, tu es un vilain, tu as regardé mon numéro 3. Je te jure que j'ai même pas regardé. Moi, je vais dire que tu as des notes en dessous et que tu t'en souviens pas. Mais j'ai même pas regardé en plus. Je te jure que j'ai regardé par là, mais j'ai pas regardé en fait. Allons-y. Alors, c'est un numéro 3, c'est Le Mans 66. Ouais. Après avoir vu Joker, je pensais ne voir aucun film encore à la fin de l'année qui allait me faire plaisir à ce point. Et il m'a pas foutu une claque parce que c'est pas un cinéma qui fout une claque, mais c'est un cinéma kiffant, c'est un cinéma qui est vivant, un cinéma d'amour, un cinéma de tout en fait. Tout est présent dans ce film. C'est un cinéma old school, hein. C'est vrai qu'il a un peu surpris parce qu'il n'y en avait plus beaucoup de ce genre de films un peu biopic, épique. C'est ça. Tout ce qui est en pic. Et puis je suis pas fan de voitures, moi. C'est pas un univers qui me. Et ce film-là, je l'ai pris du début à la fin. J'ai décroché à aucun moment. L'acting est parfait en passant de Christian Bale. Christian Bale à Matt Damon et celui qui joue Shane dans Walking Dead. John Bernthal. Enfin voilà. Enfin je veux dire, il y a rien. Pour moi, il y a rien à changer dans ce film. C'est une œuvre entre guillemets parfaite, c'est-à-dire que c'est une œuvre qu'il ne faut pas changer. Elle est très bien comme elle est, et c'est pour ça qu'elle est en numéro 3. Je pense qu'ils n'ont pas l'intention de la changer, par s'il faut une version. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Elle est. Oui. Il y a des films, tu te dis, il serait mieux si on changeait ça. Là, non. Non, c'est vrai que c'est bon. J'en parlerai moi aussi parce que bon. Oui. Alors, mon numéro 3, moi, c'est Une vie cachée de Terrence Malick. Voilà, ça a été ma grosse bave de Cannes cette année. J'avoue que j'ai pris un shoot d'oxygène et de sensations fortes, un roller coaster de malade en termes d'émotions, de messages philosophiques, Spoil pas. Non, je dirais. J'ai pas vu encore. Hein. Mais c'est un film de ouf, quoi. Enfin, Terrence Malick refait enfin du Terrence Malick et du bon Terrence Malick après quelques films qui étaient un peu galvaudés. Enfin bon, bref, il s'était un peu perdu dans du gloubi-boulga bisounours. Ouais. Mais là, franchement, allez voir Une vie cachée, ça vaut vraiment le coup.
Je ne vais pas spoiler parce qu'en fait le scénario il est très mince, il tient sur un ticket de métro, mais tout est dans la réalisation, la mise en scène, l'ambiance, la voix off, parce que bon, il reprend son rythme qu'il avait un peu comme dans La Ligne Rouge. Donc il y a... Mais bon, pour une histoire qui est complètement différente, et franchement, c'est du grand Terrence Malick. Voilà, c'est mon coup de cœur, 3e position. Tu me donnes encore plus envie de le voir là, tu vois. Et attention, ça dure 3 heures, il faut s'accrocher. C'est pas un film qui se prend comme ça, comme tel. Il faut vraiment rentrer dedans, il faut se forcer, il faut faire un effort. Et là, franchement, quand vous êtes arrivé au bout de ce film, je crois que j'ai vu une version qui était plus longue que ce qui est sorti en salle. Mais c'est un grand moment de cinéma à l'état pur. Quand je dis pur, c'est parce que moi, ce film me fait penser à la nature. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont vraiment bouleversé dans ce film. Et bon, ça remue les tripes, quoi. D'accord, voilà. Intéressant. Voilà. Donc, ta 2e position. Alors, ma 2e position, moi, c'est Parasite. Film que j'ai acheté il y a 2 jours en Blu-ray et que je vais pas tarder à me regarder. Voilà, pour moi, ça a été vraiment mon déclencheur de l'envie de découvrir ce cinéma coréen. Juste avant, j'avais regardé Dernier Train pour Busan. Ensuite, je regarde celui-là. Après, tu m'as fait regarder Comment j'ai rencontré le diable. Ensuite, I Saw the Devil ou je sais pas quoi là. I Saw the Devil. Moi, je l'ai vu en anglais, alors le titre français. Diable. Voilà, J'ai rencontré le diable. J'ai acheté le DVD Murder of Memories, le Blu-ray. Memory of Murder. Memories of Murder. Oui, ça m'a donné envie de découvrir ce cinéma. Et pour moi, Parasite, c'est une œuvre à part entière. Là, ça parle de classe sociale comme rarement on en parle aussi bien. Les plans de caméra sont magnifiques, c'est de la géométrie, quoi. C'est des maths, c'est magnifique. Il n'y a pas un truc qui dépasse, quoi. C'est parfait. Tu connais la maison par cœur, tu rentres dedans, tu sais où aller pisser. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et voilà, Parasite. Je veux dire qu'il y a une bonne spatialisation Totalement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, je veux dire, je serais toujours reconnaissant à Parasite. Bon, je ne l'ai pas mis dans mon top, je vais très clairement spoiler. Mais c'est un film qui m'a justement donné envie de connaître le cinéma coréen. C'est au moins son avantage. Après, le message social et tout ça, ça m'a plu sur le moment, mais avec le recul, voilà, bon, c'est comme dirait, c'est pas très bouleversif pour moi, c'est pas des thèmes qui me touchent, mais il y a des thèmes qui me touchent plus dans les films que ce film m'a permis de connaître. D'accord. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure pour les mentions. Voilà. Mais bon, Parasite fait partie pour moi des mentions honorables de cette année. Voilà. Ma 2e place à moi, c'est comme toi, avec le film cité un peu plus précédemment, Le Mans 66. Je vous avouerai qu'il a failli finir premier. Alors, c'est pas parce que le film est révolutionnaire, mais c'est parce que le film est un des rares films qui a une ultra efficacité comme ça, faire les Américains. Voilà. Vous commencez le film, jusqu'à la fin, vous ne vous ennuyez pas une seule seconde. Ce film, c'est un film, c'est un biopic. Alors, c'est pas un biopic, parce que biopic, c'est censé raconter une vie entière. Là, c'est vraiment un moment précis de personnages qui ont vraiment existé. Et on a souvent tendance à galvauder maintenant le biopic, on le met à toutes les sauces. C'est vrai. Non, c'est juste c'est un bout de vie, quoi. C'est un bout de vie de personnages qui ont coexisté. Et franchement, voilà, c'est comme tu disais, je suis pas fan de voitures, je suis rentré dans le jeu, j'ai tremblé avec les personnages, j'ai crié, j'ai pleuré, voilà, j'ai vécu le film avec les personnages jusqu'au bout. Je t'ai pas entendu crier. Non, mais bon. J'étais dans la salle. J'ai pas crié, mais voilà, j'ai vécu le film exactement comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Effectivement, c'est un film qui voilà, c'est l'efficacité à l'état pur de l'American movie par excellence. Voilà, et puis c'est bien foutu, c'est bien fait. Il y a des bonnes valeurs. Il y a rien à jeter dans ce film. Franchement, c'est vraiment des films très très rares qui arrivent comme ça et qui sont ultra efficaces. Et moi je dis bravo Le Mans 66. James Mangold, de toute façon, c'est un très bon. J'ai adoré Logan, j'ai adoré le film qu'il avait déjà fait avec Christian Bale, le western avec Russell Crowe. Je me rappelle plus du titre, mais bon, il était excellent ce film-là. Copland, il a fait le meilleur rôle de Stallone. Non, franchement, James Mangold, c'est une des bonnes valeurs avec les Nolan et tutti quanti qui sont à l'heure actuelle en train d'officialiser au cinéma, quoi. Voilà, c'est comme ça. Le Mans 66, je pense qu'il aurait même mérité une première, mais bon, après, pour d'autres raisons, j'ai pas mis. Je sais qui t'a mis un premier. Mais c'est vraiment un excellent film et c'est certainement pas loin d'être un des meilleurs films de l'année. Oui, certainement, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Et enfin, voilà, le numéro 1. Le numéro 1. Alors c'est Joker, déjà. Je l'avais annoncé le jour du jus d'orange. Du jus d'orange, voilà. Je l'avais annoncé. Mais tu vois, tu me disais, ce film n'a rien révolutionné au cinéma. Ouais. Et j'ai envie de te dire... Non, c'est pas grave. Il a révolutionné le film de super-héros, ça c'est sûr. Bon, après c'est notre problème, on va pas rentrer dans l'histoire de super-héros. Mais c'est le côté one-shot, moi, qui me pose problème dans le sens où... Pourquoi c'est tout ce truc excellent pour en venir à quoi, voilà. Ils auraient dû... Il y a quelque chose qui me perd un peu là-dedans. Mais ça, je vais y venir. Mais pourquoi ce film, pour moi, mérite clairement d'être numéro 1, c'est parce qu'il a enfin
réussi à faire bouger des gens qui ne vont pas au cinéma ou qui vont voir des comédies françaises à 2 balles ou des films de super-héros, comme il y en a qui va y avoir dans mon flop, nul à chier. Enfin, ils sont allés au cinéma, ils ont assisté à ce qu'était un vrai film, un film monté, un film bien réalisé, avec des bons acteurs, presque du cinéma d'auteur au final, même si moi je ne suis pas non plus un grand friand du cinéma d'auteur, je l'ai choisi, quoi, je suis assez critique là-dessus, mais je trouve que ce film a ce mérite-là, c'est qu'il a fait venir une plus jeune génération vers un cinéma mieux travaillé. Rien que pour ça, déjà, ça, je suis tout à fait il mérite d'accord avec toi, la première place. Entièrement d'accord avec toi. Ensuite, je comprends ce que tu voulais dire. Le one-shot, moi j'aurais préféré, et il serait temps que DC se bouge les fesses, parce que quand on voit la bande-annonce de Bird of Prey, ça fait peur. DC, faites votre univers sur ce style de film. On a déjà Marvel qui fait de la merde à côté. Donc, profitez. Enfin, moi je comprends pas pourquoi ils réagissent pas d'ici. Parce que c'est une super réussite. J'ai eu ce côté de s'attacher à un personnage qui fait des trucs horribles. C'est quand même assez fort. Alors oui, c'est pas le premier film qui le fait, je suis d'accord. Mais cette année, c'est le film peut-être qui m'a le plus touché et qui m'a fait ressentir des choses je me suis dit, putain, même moi, j'aurais pu devenir si j'avais vrillé comme lui, par rapport à ce que j'ai pu vivre, ce qu'on m'a fait vivre de temps en temps dans ma vie, j'aurais pu devenir un parfait salaud comme lui, et je trouve qu'il est hyper touchant. C'est la grosse force du film, c'est de démanteler tout ce système qui permet justement de sombrer complètement dans la méchanceté, la folie, quoi. Exactement. D'avoir ce côté diable en nous. Écoute, voilà. Et ben moi, mon premier, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Je suis désolé, j'ai adoré ce film. Pour moi, c'est une lettre d'amour au cinéma. Et puis en tant que cinéphile, forcément, il m'a touché, il m'a parlé, il a su me rappeler des choses que j'ai adorées. Ça a fait remonter des souvenirs de cinéphile en moi, des films avec McQueen, enfin bon, des tas de choses qui... Bon, j'ai déjà fait une émission là-dessus, j'ai parlé pendant des heures dessus, mais c'est vraiment ce qui m'a le plus touché au cinéma. Et puis je trouve que c'est un film intelligent, mature, c'est la maturité de Tarantino. Moi, j'ai pas vu de polémique parce que bon, j'ai bien aimé toutes les images et tout qu'il y avait dans ce film, les métaphores, voilà, d'avoir une fin qui est différente avec le titre qui apparaît pour la première fois à la fin, le Once Upon a Time in Hollywood, avec cette fin de rêve qu'on aurait tous voulu préférer connaître. Donc voilà, c'est un film qui touche en plein cœur et qui, moi, en tant que passionné, m'a bouleversé. C'est un très bon Tarantino. Voilà. Je le prends même pas comme un Tarantino, je l'ai pris vraiment comme un film. Tarantino a su me parler avec un langage un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, a su me parler de cinéma et il m'a convaincu. Oui, parce que c'est en fait c'est lui. Le film, il aurait pu s'appeler Tarantino, la vie de Tarantino, parce que c'est un film personnel. C'est pas un film qui est pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui ça vous touche ou pas du tout. Je comprends que ça puisse pas faire mouche à chaque fois, chaque spectateur. Moi, ça a fait mouche parce que ça me parlait. Voilà. J'ai connu ces séries, j'ai vu les Ondes de la Loi, j'ai vu tout ça quand j'étais jeune, donc forcément c'est des choses que j'ai un petit peu vécues. Voilà, vous avez le même cinéma. On a un peu le même cinéma, certaines références. Voilà, c'est des choses des années après. Bon, c'est comme ça. Once Upon a Time in Hollywood est mon film numéro 1 pour l'année 2019. Parfait, on fait les mentions honorables. Mentions honorables. Alors vous m'en voulez pas, je vais chercher ma feuille parce que j'en ai noté quelques-uns et j'ai peur de les oublier. Moi j'en ai pas beaucoup. Moi j'en ai quelques-uns, mais parce que voilà. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, mes mentions honorables, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les mentions honorables. Alors effectivement, il y a Parasite, pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure. Il y a un film d'animation espagnol qui est sorti sur Netflix qui était magnifique et qui vaut 100 Disney réunis, c'est Klaus. Ah, excellent. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Enfin un dessin animé qui prend pas les enfants pour des abrutis, avec des chansons stupides et stériles. Ça me dérange pas. Et qui a un message vraiment, je trouve, universel, qui peut toucher les enfants, les adultes. Et qui est franchement, mais je sais pas, pour moi, en termes de film d'animation, cette année, Klaus, ça a été un peu la baffe. Pour Noël, je me suis régalé, c'était exactement le film qu'il fallait pour Noël. Et je pense que. Je suis déçu qu'il n'y ait pas de Blu-ray, tu vois, pour acheter le Blu-ray. Et surtout que ça va pas sortir au cinéma. C'est bien on dommage. manquait cruellement de films cette année. C'est clair, on a eu la peau de vache cette année pour les films à Noël. Et Klaus, c'était vraiment magnifique comme film. Et c'est espagnol. Ça, je savais pas. Voilà. Pour ça, au début, je disais, qu'est-ce qu'il fait espagnol? Je réfléchissais. Non. C'est un film espagnol, voilà. Bon, après, il y a des films que j'ai appréciés plus ou moins, Parasite, ce que j'ai dit. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les mentions honorables, il y en a plein, mais bon, voilà, on ne peut pas tout mettre dans un top 10, donc forcément... Moi, je vais juste les citer. Il y a peut-être un ou deux... Je dirais Alita, parce qu'Alita, moi, ça a été une baffe visuelle.
mais effectivement, c'est pas non plus grandiose en termes d'histoire ou de scénario. Non, mais je trouve que ça fait du bien dans un milieu du blockbuster. C'est une très bonne adaptation. Surtout dans un milieu du Ah blockbuster. si, je vais juste te dire un s'effondre. truc que moi j'ai kiffé Endgame, je suis désolé. Ah oui, moi aussi. Mais bon, c'est peut-être le seul Marvel que j'ai kiffé cette année, c'est vraiment Endgame. Voilà. Ce film-là, je trouvais il y avait beaucoup d'émotions. On a commencé l'année avec ce film, Ouais. et bon, bah, voir un Marvel qui joue avec l'émotion, mais ça changeait un peu de toutes les grosses merdes qu'ils ont sorties à côté. Et celui-là d'accord. sortait du lot. Il est d'ailleurs dans mes mentions. Voilà, donc, donc je dirais petite mention à Endgame. C'est pas la grosse bouse que tout le monde dit. Non, c'est un Marvel qui se rapproche plus du cinéma et c'était encourageant. Ouais, non, quand Marvel fait ça, ça va. Même Après, si j'ai quand, bien aimé le Spider-Man qui est sorti après, toi tu l'as pas aimé. Non, pas du tout. Mais je trouve que c'était encourageant. On va voir ce qu'ils feront par la suite. Ouais. Alors pour moi, dans mes mentions, donc il y a Endgame. En termes de film d'horreur, il y a Us. Us qui est en dessous de Get Out, mais qui m'a pas déplu, vraiment. Je trouve qu'il avait un beau propos qui était sympa. Un film que j'ai vu hier soir, c'est Marriage Story. Adam Driver, une tuerie, cet acteur, mais il est incroyable. Enfin Bon, bref, il m'a. juste dommage, j'ai bien aimé Marriage Story, juste que je trouvais que ça ressemblait un peu trop à Kramer contre Kramer, que je préfère, parce que des choses plus intéressantes dans le film. Regarde-le, si tu as Je le aimé regarderai, Marriage y a pas de Story, problème, c'est j'ai un adoré. très bon film. Donc voilà, Marriage Story, La Belle Époque, bien entendu. Tu vois, il était assez rentré dans mon top. Tolkien, parce que je peux pas. Ah je oui, peux j'ai pas- oublié ça, j'ai beaucoup aimé Tolkien. Voilà, moi c'est Le Seigneur des Anneaux, j'adore et je peux pas l'oublier. Doctor Sleep, malgré tout, Excellent aussi, Tolkien. qui était bon, mais pour moi qui avait des petits défauts qui le faisaient Moi j'ai hâte de le pas revoir rentrer en dans Blu-ray le- chez moi, Doctor Sleep. En version C'est longue que le film, j'ai bien aimé. Ouais, En version longue, ouais. En version longue. Rocketman, Rocketman, très bien aussi. Très bon Ouais, truc. finalement, tu vois, tu as mis tous les films que j'ai aimés, mais qui malheureusement m'ont moins marqué que ceux qui sont. mais je voulais en parler. Mm. Le meilleur reste à venir que j'ai découvert hier soir, C'est très bon qui film, m'a ça beaucoup aussi. touché. Ouais. Un film sur l'amitié qui est quand même assez grandiose. Oui, qui réussit l'exploit de passer de la comédie, bien comédie, Des larmes à la rire. au en film claque. dramatique. Voilà, ouais. Et Bruel, que je déteste en temps normal, là je l'ai trouvé très touchant. Très très bon pour les danseurs. Et enfin, n'en déplaise au rageux, Star Wars 9. Eh bien, ce choix n'engage que toi. C'est malheureusement, mais c'est pas grave. On va passer aux déceptions. On va pas Allez. appeler ça les flops parce que tout Non, le monde j'aime appelle pas ça le les côté flops. flop et puis. Là, surtout que chaque film mérite quand même. Surtout qu'il y a des films que j'aime là-dedans. Oui, il y a des techniciens, qui bossent dessus. On va pas non plus les voilà. Donc. On est d'accord. Alors moi, je me suis octroyé 2 droits. Je suis désolé, Mhm. j'ai le droit. Il y a des choix dans les déceptions 2019 que je n'ai pas pu faire autrement que de les classer comme ça, parce qu'autrement je viens de parler que de ça et j'avais pas envie de Il n'y parler a que pas de de ça. souci. J'ai fait des packs sur les films Disney et sur les films Marvel. D'accord, ok. Voilà. Ce sont 2 lignes dans mon top déception, parce que je suis désolé, j'allais pas tous les énumérer. Non, oui. Je vais juste dire pourquoi. Ça sert à rien de taper sur l'ambulance. Et puis passer à autre chose et peut-être décrire des déceptions qui sont peut-être plus intéressantes à raconter. Bien sûr. Et qui sont des déceptions, mais pas forcément des mauvais films pour vous ou pour nous. Hein. Il y a des choses bien dans chaque film. Mais bon, il faut bien des perdants. Alors dans chaque, moi, franchement, je crois que dans mon flop 1, je te mettrai au défi de me retrouver une chose bien. D'accord, ok, on verra. Donc en 10e position, on va essayer d'activer un tout petit peu plus. Pas de souci. Alors vas-y, je t'écoute. Alors moi, ça sera un film que j'ai adoré, mais qui n'est pas un film. Oui. C'est El Camino sur Netflix, Ouais. donc le film sur Breaking Bad. C'est un super épisode de série, un super épilogue, mais c'est pas un film. Ça ne tient pas en Je film. ne l'ai pas vu. Soyons honnêtes, ça ne tient pas. Mhm. Et alors, si on juge par rapport à la matière, donc le film, le cinéma, c'est un film qui n'est pas un film, mais c'est un excellent épisode. Bon, bah, écoute. Voilà pourquoi il est en top 10, ça me fait mal au cœur Ah de oui, le mettre, mais voilà. Il est sorti comme film sur Netflix. Voilà. Moi, pour ma part, en 10e position, alors j'avais commencé par marquer Captain Marvel. Même Quel si- enfer. Et je me suis dit, bah, que si je commence à marquer Captain Marvel, il va falloir que je marque Spider-Man Far From. Non, j'ai décidé, j'ai fait une capsule pour la 10e place. Tous les films Marvel, hormis Endgame, que j'ai bien aimé, où j'ai bien pris mon pied. Il y en a je que vais bien deux, le là. dire. Enfin non, il y a eu deux films. Captain Marvel et Bref. Spider-Man. Après, je vais expliquer pourquoi. Je les mets à cette 10e position pour faire plus simple. Parce que ça me gonfle. Parce que maintenant, je m'en fous d'Ant-Man, je m'en fous de machin, je m'en fous de... Je pense que Marvel, comme tu le disais avec Joker, il faut qu'il passe vite à autre chose parce qu'on s'en tape. Là, je crois que moi, avec Endgame, il y a eu une cassure, c'est fini. C'est-à-dire que là, il y a beau y avoir un Black Widow qui... Ouais, moi non. Contre-fou. Rien à faire. Rien à faire. Je sais même pas, j'ai pas envie de le voir. Comme j'ai dit que je voulais pas voir le Royaume, je suis pas allé voir le Royaume, je m'en tape. Il y a des choses comme ça, je peux plus. C'est stop, net, fini. Et pour de bonnes raisons en plus. Je pense que j'ai raison. Donc non, j'ai fait une capsule film Marvel, je m'en tape. D'accord, ouais. 10e place, voilà. Je comprends. Pour moi, le Spider-Man, il était clairement au niveau, mais après, je comprends totalement l'avis de. Il sert à rien. C'est mon avis. Il sert pas à grand chose, ça c'est vrai. Moi, Ça c'est vrai qu'il sert pas à grand chose. je m'en fous. Ça, on est d'accord.
Alors en 9ème position, c'est un film d'animation. Alors je suis très fan des films d'animation. Vous en aurez plus avec moi qu'avec Thomas. Mais c'est un film d'animation que j'attendais énormément, que j'ai trouvé bien. Et puis à la fin, il m'a mis un quart d'heure de trop qui m'a tout cassé. C'est Ralph 2.0. Voilà, Ralph 2.0. Le premier Ralph, je l'ai vu, mais alors un nombre de fois incalculable. J'adore. Alors ce 2.0, il commence super. Et puis à un moment donné, il y a une histoire de virus, je sais pas quoi. C'est une cata. C'est un quart d'heure qui est là pour être là. Ça m'a tout cassé. Du coup, il se retrouve dans la 9ème place dans mon flop. Oh, je n'ai pas vu, je ne pourrais pas t'aider sur le sujet, je n'ai pas vu dire pourquoi. Par contre, j'ai fait une ligne spéciale Disney, mais bon, je vais vous dire ça tout à l'heure. Ça, c'est En 9ème position, moi, ce sera Chambre 212. Mon Dieu, je n'ai jamais vu. Alors là, par Je l'ai contre, oublié, putain. j'ai jamais vu un film aussi mauvais de ma vie. Un film français, je suis désolé, c'est un film français, mais c'est mal joué, c'est filmé avec les pieds, c'est pas drôle, j'ai vu ça à Cannes. Quelle horreur. Sincèrement, franchement, ce genre de film, je sais même pas comment on arrive à les faire. Bon, je suis désolé pour les gars qui ont bossé dessus, mais c'est franchement le film où j'ai peut-être eu envie de partir le plus de toute l'année. J'ai eu envie de partir. On est d'accord. Voilà. Donc, je l'ai oublié. En plus, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je le mettrai ex aequo avec le prochain, allez, pour dire qu'il y soit. Donc vas-y, à toi, la 8ème place. Alors pour moi, la 8ème place, du coup, Chambre 212, qui est une catastrophe. Vraiment, c'est un ennui mortel. Et après, alors c'est un film qui a plu à certains, mais moi, je me suis fait chier. C'est Douleur et gloire de Almodovar. Je trouvais l'histoire un peu touchante, mais qu'est-ce que je me suis ennuyé. Je trouvais que ça manquait de fond, ça manquait d'entrain, ça manquait de rythme. C'est un film autobiographique apparemment, où il parle beaucoup de lui apparemment. Moi je ne l'ai pas vu encore. Mais je me suis ennuyé. Alors il a été très bien noté, j'en suis désolé pour ceux qui l'ont aimé, moi j'ai pas du tout aimé. Ok, ben moi pour ma 8ème position je dirais Les Crevettes Pailletées. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi caricatural qui raconte des histoires sur l'homosexualité. J'y ai pas cru une seconde, voilà. Je trouvais que c'était navrant de voir Alban Lenoir s'être perdu dans ce film. Je suis désolé, je vais un mot indigeste. J'ai pas du tout aimé ce film. Je trouve que c'était naze. Désolé. Il y a des fois j'aime bien défendre les films, mais quand c'est naze, c'est naze. Là j'avoue qu'on est proche du téléfilm ou du Max Pécasse, pour vous dire. Max Pécasse, pour ceux qui connaissent, vous regarderez sur Internet. On n'est pas loin de Max Pécasse avec Les Crevettes Pailletées ou du curé chez les nudistes. Enfin bon voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue. C'est très très mal joué. Et alors là, pour un film, moi j'estime que le premier truc qu'on est en droit d'avoir, c'est au moins avoir un jeu correct, même si le film n'est pas bon. Et là, c'est vraiment extrêmement mal joué. Voilà. À toi, la 7ème position. Je peux comprendre, ouais. 7ème position, Cimetière, l'adaptation de Stephen King. En fait, à part la fin qu'ils ont changé de Stephen King, que j'ai trouvé un peu plus couillu, je trouve qu'il n'y a rien d'horreur, ça fait jamais peur, on s'attend à tout ce qui va se passer. J'ai pas passé un mauvais moment, parce que c'est un divertissement entre guillemets popcorn, mais non, c'est pas un bon film, donc pour moi c'est un flop. Ok. Moi en 7ème position, j'ai mis 2 films d'animation, je suis désolé, c'est pas parce qu'ils sont mal faits, qu'ils sont mal réalisés, mais pour moi les deux se tiennent pour la même raison, c'est mon seul ex-aequo, je pense. Non, j'ai 2 ex-aequos dans la déception. Pour moi ce sera Toy Story et Dragon 3, parce que ces 2 films sont malades, pour moi ils souffrent du même problème, c'est que c'est le syndrome épisode de trop les deux. Je me suis ennuyé sur les deux, alors visuellement ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire, mais ils apportent rien si vous voulez de plus chacun à l'épisode d'avant. Il y a une trilogie qui se concluait très très bien avant, c'était pour Toy Story, et le 2 qui était magnifique de Dragon 2, et Dragon 3, en plus Dragon 3 a une perte de budget, donc ça se voit énormément, parce qu'il y a une grosse partie du film qui est assimilée entre gris foncé et entre clair et gris foncé, quoi. Enfin on sent qu'ils ont essayé de pallier avec de la fumée, et ça se voit beaucoup quand même. Bon voilà, c'est un syndrome particulier, alors je les ai pas mis dans les catégories Disney ceux-là, ou dans les cas parce que Dragon c'est DreamWorks, mais ces deux pour moi sont 2 films malades de la même façon, voilà. Et tous les deux ont l'avantage d'avoir 2 fins touchantes qui m'ont touché. Mais le problème, c'est que les 3/4 du film avant, pour les deux, ça m'a fait le même syndrome. Je n'ai pas aimé du tout. Ça ne m'a pas intéressé du tout une seule seconde. Je trouvais que c'était du remplissage. Voilà. Bon, ça, je l'avais un peu expliqué en émission sur Toy Story. Je suis d'accord avec toi pour Dragon 3, mais pas pour Toy Story. Tu vois. Bon, écoute, voilà. Moi, ça m'a fait cet effet-là pour les deux. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, la 6ème place pour toi. La 6ème place, un film encore qui. De toute façon, je mets que des films que les gens ont aimés, c'est La Vie scolaire. Ah, pourtant, moi, j'aurais mis dans les mentions honorables. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors, La Vie scolaire. J'ai trouvé que c'était leçon de morale pour de la leçon de morale. C'était le cliché des banlieues. De toute façon, en France, il suffit de faire un film sur les banlieues pour que les gens ils disent que c'est génial. Non, je suis désolé. Il y a des très bons films sur les banlieues, il y en a des mauvais. T'as vu Les Misérables ? Non, je le vois demain soir. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Moi, j'aimerais bien. Mais j'en entends des très très bonnes choses.
Voilà, la vie scolaire, non en fait. Grand Corps Malade m'a fait rêver avec son Patient, film c'était Patient. bien, c'était très bien. que Mais j'ai moi j'ai aimé la adoré. vie scolaire, hein. Sur ce coup-là je te rejoins pas, mais bon. Mais là, quelle déception. Enfin, je sais pas, on te montre qu'un côté des choses. Limite, on te fait croire qu'un élève qui fout la merde, eh ben, il faut lui trouver des circonstances atténuantes parce que dans sa famille Oui. ça va pas. Moi, je suis pas pour ça. Moi. En même temps, c'est pas pour défendre le film, mais Ouais. c'est le boulot de la fille de faire ce que tu dis là. Ouais, Donc, mais quelque part, on comprend. il y a un peu boulot la et logique. boulot. À un moment donné, il faut arrêter de tout défendre. Non, j'ai pas aimé ce Moi film. j'ai beaucoup aimé l'actrice, je trouve que c'est une. Oui, ça oui. C'est une star en devenir. Ça oui, c'est Je une ne bonne connais plus actrice. son nom, on va le mettre à l'image, mais Mais- j'ai adoré l'actrice. Mais tous les principale de acteurs la sont vie bons à scolaire. l'intérieur. Ouais, mais l'actrice, je trouve qu'elle a quelque chose qui Elle a un fait petit que. truc, ouais. Il y a un truc qui, à mon avis, c'est actrice à suivre. Donc voilà, la vie scolaire, une petite déception quand même. Ok, bon, bah écoute, figure-toi que je suis à la 6e position, moi, et que je n'ai absolument rien mis. En fait, je me suis trompé de ligne. Ah merde. C'est pas grave. Donc, eh ben, écoute, c'est pas bien. J'ai un ex-aequo juste après. Ben, on va remonter un des deux films. Et donc, en 6e position, je mettrai Scary Stories. Voilà. Parce que ce film, ben, écoutez, c'était produit par Guillermo del Toro. J'étais en droit d'avoir un film un peu Ah oui. voilà, del Torien. Mais franchement, c'était la déception parce que j'ai vu une espèce de Teen movie. de teen movie Goonies dans l'ambiance film d'horreur qui n'apportait absolument rien. Alors, il y a un bestiaire qui est sympathique dans le film. Ouais. Mais sans plus, voilà, ça fait pouf à la fin, on s'en fout. Non, c'est vrai. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Voilà. Moi, il est dans mes presque flop. Mm. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Bon, ben voilà, je dirai pas plus sur ce film parce que ça n'en mérite pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe. 5e place. Je vais me faire démolir. Mm. Alors pour moi, c'est Oh non, mais tu as le droit, hein, il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. donc. pour moi, c'est The Irishman. Ouais. Alors, C'est pas mon cas, moi, j'ai mention honorable aussi, mais bon. on avait tourné une critique Ouais. qui n'est jamais sortie. Si, on va la sortir, je Ah, pense. qui sortira. Mm. Voilà, j'ai expliqué pourquoi. Moi, The Irishman, c'est le syndrome du film de gangster qui ne se renouvelle pas. C'est que, ouais, t'as un casting qui est très bon. La technique, on parle pas du rajeunissement, on est d'accord. On tous peut les en deux d'accord parler, pour hein, dire que c'est le plus gros défaut du c'est une film. petite catastrophe, le rajeunissement. Des youtubeurs, je l'ai vu, ont fait mieux, donc c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait mieux en termes de rajeunissement, et c'est là où c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus performants que les gens qui ont bossé sur. Mais d'un autre côté, c'est bien que Scorsese s'intéresse à la nouvelle technologie. À côté de ça, à part à la fin, quand il y a un événement déclencheur, je pense que tout le monde saura de quoi je parle, Oui, là, où j'ai ressenti de l'émotion. Ils n'ont pas entendu. Bah, il n'y a pas de spoil, on sait tous que Hoffa a été assassiné. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un spoil, C'est oui, comme c'est vrai si que c'est tu pas- disais que Kennedy est mort. Oui, non, c'est vrai. Ben voilà, à partir de là, je trouve que c'était bien. Tout le reste, je me suis emmerdé, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir 18 000 fois un film de gangster, mais Scorsese, c'est un maître. Mais étonne-nous. À aucun moment, j'ai été étonné. 3h30, j'ai trouvé ça très long. Et j'étais déçu. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que bon voilà, ça méritait pas non plus c'était du Scorsese, j'étais content de le revoir, j'étais content de revoir Pacino, Pesci qui est énorme dans le film. Ouais. Mais voilà, bon après le rajeunissement numérique m'a tellement des fois fait sortir du film que ouais, ça va pas plus que ça. Bon voilà, c'était un bon film, mais pour moi c'est dans les mentions honorables. Peut-être Moi, il pas, m'a déçu. pas dans les déceptions, mais dans les mentions honorables, voilà, tout juste. Donc, 5e position, c'est à moi. Moi, c'est à The moi. Oh là, je vais Irishman. pas me faire des amis là, parce que là, il y a plein de gens qui ont aimé ce film, et puis moi, je crois que j'ai tenu 20 minutes. C'est pour vous dire. C'est Le Chant du Loup. Ah, j'ai pas vu. Le Chant du Loup, je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de me justifier. C'est que j'y ai pas cru. Voilà. J'ai juste vu une espèce de film français qui essayait de faire comme les films de sous-marins américains. Et je suis très fan de La poursuite d'Octobre Rouge ou du 571, enfin bon, du bateau de Wolfgang Petersen. Et là, non, je suis désolé, voir des acteurs français qui la jouent à l'américaine, ça m'a Ouais. gâché le film. Ça m'a fait sortir du film tout de suite. D'accord. J'y ai pas cru du tout. C'est-à-dire que je sentais qu'on me vendait un film français qui devait être aussi efficace qu'un film américain, clairement ça, avec les codes du film américain. Et non, il y a un moment donné, les Français, il faut qu'ils sachent faire ce qu'ils font, ou alors il faut qu'ils fassent des films de genre à leur sauce. Bien sûr. C'est comme s'il y a un film français, d'ailleurs ça va arriver cette année, qui s'amusait à faire du Marvel, tu vois. Non, mais oui, il y a un film de super-héros qui doit arriver au mois de... Lequel à l'automne, avec Pio Marmaille. Enfin, je n'ai pas le titre, mais voilà. Aïe, aïe, Ça aïe. fait un peu peur, voilà. Ah Ce oui. que je veux dire, c'est... Oui, là, oui. Le Chant du Loup, c'est pareil. C'est comme si on faisait un Marvel en France, vous voyez. Mais on fait l'Octobre Rouge, mais en France. Et en fait, c'est surtout le jeu des acteurs qui m'a perdu. D'accord. Ça, j'ai pas... Non. Tu vois, j'hésitais à le voir. Alors, mais c'est finalement- beau, hein, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est techniquement parfait. Mais il y a ce truc-là dans le film qui m'a complètement foutu à la porte du film. J'ai complètement réfractaire, complètement hermétique au film. Alors, je vais pas me faire des amis, hein, je risque de... Et j'ai fait The Irishman juste Voilà, avant. hein. donc je suis désolé, mais Le Chant du Loup, pour moi, fait partie des méga déceptions de l'année 2019. Pourtant, il y a un casting énorme, Ouais.
Mais bon, même les acteurs qui sont dedans, à part François Civil qui s'en sort honorablement, Ouais, tous ils les autres remontent pas, autour, j'ai trouvé qu'ils jouaient comme des casseroles. Voilà. D'accord, Des casseroles qui jouent aux Américains. C'est ça qui m'a un peu énervé. Oui. Ça m'a sorti du film. je vois Voilà. ce que tu veux dire. 4e position, ouverture de Cannes, assez amère. The Dead Don't Die, une catastrophe. Un film de zombies catastrophique. Là, j'avoue que là, c'est Même Adam Driver et, si, c'est et une son collègue. bonne pub pour les cachets pour dormir. C'est pas Oui, mal. oui. C'est assez soporifique. Mais comment il s'appelle? Il est très connu. Bill Murray. Bill Murray, voilà. Ils arrivent pas à sauver le film, c'est une cata. Non, c'est lent, c'est nul, c'est pas bon. Mais je suis d'accord avec toi parce que figure-toi que mon 4e, c'est aussi The Dead Don't Die, qui est une catastrophe monumentale interplanétaire. C'est pas drôle, c'est pas rigolo, ça tout tombe à plat. Les acteurs, on a l'impression qu'ils se demandent tout ce qu'ils font là. Je suis désolé, Bill Murray le premier. Je comprends pas. Adam Driver qui fait qui lui est pas mauvais dans le film. C'est les deux seuls trucs qui m'ont fait rire, c'est lui et sa voiture, je crois. Mais ça le gâche. Mais c'est Quand vrai tu que le vois dans Marriage Story, tu te dis merde. ils sont sous-exploités dedans. Le mec, il a eu des acteurs de fou. Il a quand même réussi à faire un navet, quoi. C'est affolant. C'est même pas un Je pense nanar. que ça deviendrait un nanar à l'époque, dans quelques années. Peut-être. À mon avis, ça deviendrait un nanar à le coup de la soucoupe. C'est possible, c'est possible. Oui, l'hommage à Ed Wood à la fin, ouais, C'est catastrophique. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Même la fin, il n'y a même pas de message. Tout est gratuit dans la stupidité et la nullité, on peut dire. C'est nul. Ah oui, Ce film est nul. totalement. Désolé, mais ce film est nul. Donc ta Numéro 3e 3. position. C'est numéro 3, Annabelle 3, forcément. 3, Annabelle 3. Pourquoi il est aussi haut dans mes déceptions? C'est que Annabelle 1 était catastrophique. Je l'avais détesté. Bien que je me rappelle à l'époque, c'était ma première séance de cinéma avec la fille qui deviendra ma copine après 4 ans. Donc tu vois, j'en garde quand même un souvenir pas trop amer. Nostalgique. Voilà. Mais le 2, je trouvais qu'il remontait un peu la pente et il me faisait espérer, avec l'arrivée des Warren dans le 3, que ça allait être bon. Mais non, c'est très mauvais. Je suis d'accord. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas un bon film. Je l'ai pas mis dedans parce que même pas le film m'a interpellé. Moi. Et ouais, moi oui, parce que je m'attendais Alors à moi ce dans que le ça numéro monte un 3, je vais faire un truc très simple parce que j'allais pas non plus faire énumérer Aladdin, Le Roi Lion, enfin bon tous les films live qui sont sortis cette année. Pour moi, c'est l'Ali de l'Ali, quoi. Je veux dire, c'est le truc anti-cinéma par excellence. Je suis désolé, mais ça n'a pas lieu d'être. C'est des films qui pour moi sont sans âme. Par contre, je les ai regardés. Je me suis forcé à les regarder, pas au cinéma. Le Roi Lion, tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu en vidéo après. Ça a confirmé exactement ce que j'entendais déjà. Et puis, je trouvais le film long, ennuyeux, et puis qui était complètement vidé de tout ce qui était le charme du dessin animé. Donc ça n'a fait que confirmer, je pense, Aladdin et Le Roi Lion, ce que je pensais de la démarche artistique, qui n'est pas une démarche artistique. Et ça, je pense que c'est flagrant. Alors, je veux bien que les films doivent être vus en salle, qu'ils doivent rapporter de l'argent, je suis tout à fait d'accord. Même le plus petit film à RSC doit rapporter de l'argent. Mais le foutage de gueule et le prendre des gens pour des cons, je suis désolé, non. Et le Dumbo aussi ? Dumbo, c'est pas pareil parce que il y a quelque chose de plus. Il a essayé d'apporter quelque chose en plus, je trouve. J'ai beaucoup aimé Dumbo. Voilà. C'est du Tim Burton, voilà, qui nage dans une peu bridé quand même. Une soupe Disney. Voilà. Mais disons que voilà, ça, à la limite Dumbo peut se regarder, même si c'est pas non plus un grand film. C'est pour ça que, oui, que je l'ai pas même pas Mais d'animation les live Disney, non, je suis désolé, stop, c'est fini, j'irai même pas en revoir un. Peut-être Mulan. Non, même pas. Je pense que Mulan, pour moi, en plus j'adore, c'est des dessins animés, ils prennent tous les dessins animés que j'ai adorés, donc forcément c'est. Faut voir. Non, pour moi c'est. Peut-être qu'ils finiront par comprendre et augmenter la qualité. Ni fait ni à faire. Alors ça cartonne, hein. Faut pas... Ah bah ça oui. Ça cartonne. Puis les gens aiment, hein. Ils sont bien notés et tout. Hein. Écoute, s'il y a une nouvelle génération qui découvre avec ça, ben, tant mieux. Moi personnellement, j'ai connu la première version et je m'en tiens à la première version. Et voilà, pour moi ça tue la création, l'art. Voilà, c'est un film anti-artistique et c'est bien dommage. Je comprends. Voilà. Pour moi, c'est ni un top ni un flop, mais comme on dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est dommage, d'autant plus parce que Disney a les moyens de faire des choses de fou, de malades. Bien sûr. Ils peuvent avoir les meilleurs cerveaux, les meilleurs créateurs, les meilleurs scénaristes. Et ils le font pas. Pour moi, Disney, et ça je vais revenir par rapport à mon numéro 1, c'est l'empire de la feignantise. On a compris le numéro 1. Donc c'est la feignantise. Pour moi, quand on a des films avec des budgets pareils, je trouve que c'est une honte absolue de proposer ce genre de produit. Parce que ce sont des produits. C'est même on va pas faire un effort. Ouais. Voilà. Pour moi, il y a eu une période Disney où il y a eu de la création, je suis désolé. Ben moi, je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché quand c'est sorti. Quand on faisait du Taram, chaudron magique, qui était un peu précepteur du Seigneur des Anneaux. Quand on faisait du Basile, qui était un peu une espèce d'extrapolation de Sherlock Holmes. Et ben, je trouvais ça génial. Je suis désolé. Il y avait de la création. Et dedans, on a vu des gens qui ont été virés justement parce que les films n'ont pas marché, comme des Tim Burton ou des Don Bluth, qui sont allés faire des Fievel et tout ça dans d'autres studios. Je suis désolé. Là, il y avait de la création. Là, il y avait de l'art.
Voilà. Et ça, c'est ce que Disney doit essayer de retrouver. Il doit essayer de redevenir humble, et puis ça marchera. Moi, je ne veux pas non plus tirer sur quelque chose dont tout le monde est conscient. Mais non, c'est pas possible. Là, franchement, on a une espèce de multinationale qui nous prend pour des cons. Il n'y a pas d'autre terme, c'est tout. Voilà. Après, c'est le début, ils viennent de tout racheter, ils se sentent Ça pousser fait un des moment ailes. que c'est le début, hein. Ça fait presque 10 ans, donc... Non, voilà. ça fait moins longtemps qu'ils Bah, sont disons, moi autant. je pense qu'avec la démarche amorcée avec les Marvel et tout ça, parce qu'en plus il y a aussi cet aspect-là. Mais Marvel, c'est qui pas. bouffe les salles. C'est un petit peu une réussite Puis aussi. bon, hein. on connaît aussi nous comment ça fonctionne. Oui, voilà. c'est une cata. Que la distribution. Disney des sont films, infernales avec les voilà, cinémas. hein. c'est pas blanc-bleu. Hein. On est très très loin C'est pas le paradis. de l'oncle Walt qui est gentil avec tout le monde. C'est clair. Bref. Numéro 2. Numéro 2. Eh ben vas-y, je te laisse. Alors moi, c'est Captain Marvel, qui est ce qu'on peut trouver de plus nul dans un film Marvel. Ah oui. C'est un héros dont on n'a rien à faire, caricatural, féministe gratuit. Gratuit, je dis gratuit parce que c'est du féminisme qui apporte rien. J'ai vu des films oui, bien plus féministes. C'est cette un année. des gros problèmes de beaucoup de blockbusters cette année, c'est le côté féministe. le féminisme. MeToo C'est une catastrophe, c'est une cata. n'importe quoi. L'histoire est nulle. En fait, tout est nul. Captain Marvel, c'est clairement le film qui ne sert à rien. Je suis d'accord. Et c'est nul. Ça mérite même pas un développement, je dirais. Même. Non. Bon. Moi, je m'arrête là. Numéro 2 pour moi, c'est Dark Phoenix. Parce que Dark Phoenix, je suis désolé, c'est pareil. On retombe sur le syndrome d'une fin de saga qui est Nasbrock, qui est nul, qui est fait avec les pieds. En termes de scénario, parce que visuellement, il y a des choses intéressantes. Et puis, je suis d'autant plus déçu parce que c'était une saga qui comporte des très bons épisodes, avec des épisodes très forts, que ce soit X-Men 2, que ce soit Logan, que ce soit Future Past. Voilà, il y a des choses qui sont excellentes dans cette saga. Même le X-Men 1, hein, mais il y a... Même le commencement était Et puis même dans le 3, je suis désolé, moi il y a le 3, il y a des choses que j'ai bien aimées, je suis désolé. Et le commencement et tout ça, il y avait... Et là, finir sur un truc aussi naze, non, je suis désolé. C'est pas une fin en fait. Si, parce qu'il n'y en aura plus. Non, mais je veux dire, ça Ouais. ressemble pas à une fin. C'est ça, ouais, on dirait un épisode de plus, sans plus. Ouais. Enfin bon, ça mérite pas plus. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Ouais. Bon, enfin bref. Ton numéro 1, donc. Alors, je te mets au défi de me donner une bonne chose dans ce film. Bon, il n'y a rien, moi, je vois Voilà. de par là le numéro 1. C'est Hellboy quoi. Moi, je l'ai même pas mis tellement je l'ai oublié, ce C'est film. Hellboy, mais merde quoi. Comment on peut faire un truc aussi nul, aussi raté? Mais sinon, j'ai même pas envie de dire plus que ça. Ah, bah, moi, on a fait toute une critique là-dessus. Ça, c'est moi. Il y a rien qui va. On aurait dû créer une mention honorable des films ratés. Non mais J'ai oublié Hellboy, j'ai la oublié, seule scène qui était potentiellement Dark Fate. intéressante, c'était Babadook. Ouais. Elle dure 5 minutes. Je suis d'accord. C'est une cata. Allez, c'est fini, stop. Oui, c'est fini. Bon, écoute, voilà. Et toi? Oui, moi, mon numéro 1, mon numéro 1, Suspense. vous l'aurez tous compris. Hein. Moi, en fait, je pense que moi, c'est pas une top déception, c'est une déception de la colère cette année. Je suis très en colère par rapport à un système. Et effectivement, moi, le numéro 1, je suis désolé, mais c'est Star Wars 9. Pour moi, c'est le film de la honte, non, le film de la fainéantise. Je dirais même pas le film, parce qu'en fait, il paye pour la trilogie. Parce qu'il y a des choses, comme je te disais dans l'émission, qui sont efficaces, qui sont visuellement, je parle, mais scénaristiquement, c'est imbuvable. C'est imbuvable, et puis comment dirais-je, apparemment, je trouve que ça fait un peu... voilà, c'est que je suis pas le seul à le penser, j'ai l'impression. Non, bien sûr, mais... Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, parce que bon, quand là, ça devient... De toute façon, c'est coupé en deux, là. Quasi Il y a ceux qui aiment, ceux qui unanime. aiment pas. Hein. Ouais, enfin, le deuxième, c'est une petite partie, parce que là, je pense que le film en prend tellement plein la tronche. Le Peut-être 8 a un peu été trop. plus détesté. Hein. Ouais, enfin là... Ouais. Moi, je pense que là, maintenant, c'est lui qui prend pour la trilogie, parce que la trilogie, en fait, on voit il prend pour la très trilogie. clairement qu'on n'aurait pas dû la faire du tout. Ça, pour moi, c'est un constat Non, indéniable. c'est pas qu'on aurait pas dû la faire. Ah, si, là. C'est qu'on aurait dû la travailler. Oui, ou pas la faire. Enfin, là, pour arriver à ça, on aurait mieux fait de pas la faire, je pense. Et Pour moi, il a sauvé les meubles. moi, je dis, quand un film fait 200 millions de dollars, c'est une honte. Et puis, chaque opus, ça a coûté à peu près la même chose. Hein. Peut-être plus ou moins, mais bon, même si c'est 180 ou 190, c'est une honte de proposer de tels films. Voilà, c'est une honte. Je suis désolé. On est en droit d'attendre des scénarios bien foutus, avec des choses qui se tiennent. Pas une guerre de réalisateurs et d'ego. Je te montre qui est la plus grande et tout ça, parce que moi, je vais faire Star Wars et moi, je vais faire du vrai Star Wars. Non, J.J. Abrams, il a fait un peu de la télé. Il s'est un peu viandé. Il a pris... Et puis, Laurence Kasdan, que j'adore, hein, il s'est viandé aussi. Il est responsable du numéro 7. Je vais pas revenir dessus. J'ai fait 1 heure là-dessus à la dernière émission. Mais pour moi, voilà, c'est merci Star Wars. Maintenant, c'est plus l'Empire contre-attaque. C'est l'Empire de la paresse. C'est l'Empire de l'amateurisme. Parce que pour gérer une trilogie de cette façon-là, à coût
coups de millions de dollars et de pas savoir où on va dès le premier épisode et de ne pas savoir quoi d'autre que de nous offrir un remake avec un épisode en plus qui tient pas la route au milieu et une fin catastrophique qui essaye de sauver les meubles mais qui n'y arrive pas parce que on essaye de vous caser 3 films dans un, je suis désolé. Non, là pour moi c'est de l'amateurisme. Je suis désolé, au niveau de Disney, on ne devrait même pas arriver à ce genre de conclusion. Donc c'est ma conclusion sur ce film et sur mon déception 2019. Voilà. Tu sais bien qu'on partage pas le même. Oui, non, mais bon, mais je maintiens mon opinion. Bah t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant? Attends, Peut-être. juste les mentions honorables, j'ai quelques films que j'aimerais citer qui sont pas passés loin du flop. Dragon 3, donc comme tu as dit, parce que moi la fin m'a pas plu, en fait il n'y a rien qui m'a plu dans le 3, faut être honnête. Wedding Nightmare, qui m'intéressait dans son concept, et déception, c'est une catastrophe, surtout la fin. Scary Stories, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin Dark Phoenix, même si je l'ai défendu, quand je fais le point sur toute l'année, Oui, c'est pas un grand on film. peut pas le mettre dans un top ni l'oublier dans le flop. Donc il était pas loin du flop. Il a un peu le syndrome Star Wars, Dark Phoenix, pour moi. C'est vraiment deux films qui, en fait, ont le gros défaut, c'est qu'ils finissent pas du tout. Enfin, ils sont faits pour ni fait ni à faire. Ouais, j'aurais pas mis ça comme ça, mais je peux comprendre. Voilà. Donc, on va faire un rapide. Je sais pas, moi je voulais vous parler en fait de mes attentes en 2020. Ouais, vas-y, attends. Rapidement. Ou alors, on va d'abord faire les films de la décennie avant de faire ça. Allez, si tu veux. Allez, les films de la décennie. En 10e position, nous aurons Social Network de David Fincher, parce que j'ai adoré ce film, ça parle de la création de Facebook, donc c'est quand même un événement énorme de la décennie, hein, une révolution et une explosion des réseaux sociaux, et je trouve que le film le décrit parfaitement bien, et en plus avec beaucoup de suspense, c'est un thriller social, mais c'est vraiment, et puis c'est la révélation Jesse Eisenberg, je sais plus. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. J'ai vu à Cannes cette année d'ailleurs, qui est tout petit. Ah ouais? Et, ouais, je l'ai vu. Et franchement, c'est un très bon David Fincher. Voilà. Et on l'attend, il est toujours là, on l'attend pas, David Fincher, de toute façon. Puis c'est un excellent réalisateur. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, du coup, je me rappelle plus de ce film, donc je pourrais pas le mettre. Il n'y a rien à dire, mais c'est un très bon film. Vas-y. Juste avant, j'aimerais dire que moi, dans la décennie, il y a eu une grosse période de. Tu avais 5 ans? Non, non. J'avais 18. Ouais. J'ai eu une grosse période de creux cinématographique pendant que je faisais mes études. Donc il y a plein de films que j'ai pas vus. Donc mon top n'est pas hyper représentatif d'un cinéphile. Bon, vas-y. Donc en 10e position, c'est aussi un film de David Fincher, c'est Gone Girl, que j'ai beaucoup aimé. Très bon film, Gone Girl. Et puis il y a Emily Ratajkowski, donc. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a donc bon, voilà. Moi en 9e position, un film qui s'appelle Bone Tomahawk, qui est un western film d'horreur. De David de Zahler. Western film d'horreur. Ouais, c'est un western avec Kurt Russell. Et c'était une petite baffe ce film, une petite bombe, et qui mélange deux genres et qui va bien dans le gore. Regarde-le si toi t'aimes bien les films d'horreur. Ouais, carrément. C'est un réalisateur qui n'est pas sorti au cinéma et qui est en train d'avoir une film exemplaire parce qu'il a fait Crawl 99, il a fait Traîner sur le bitume avec Mel Gibson qui est pas non plus sorti en salle et qui sont des petits bijoux. Alors moi je dirais en fait que je mettrais ces trois films-là ensemble parce qu'ils méritent vraiment une vision. Et ce gars-là, il faut vite qu'il sorte en salle parce que c'est un excellent réalisateur, Greg Zahler. Voilà. D'accord, sympa. Donc, 8e position pour toi. Un film de Ridley Scott, Seul sur Mars, qui en a déçu beaucoup. Ah, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Mais de toute façon, moi Ridley Scott, je suis un pourfendeur. Je me battrai corps et âme pour cet homme. Pour moi, c'est la classe, c'est sûr. Il s'est un peu perdu quand même avec les derniers Aliens. Non, il s'est perdu, mais il y a des ouais. Il y a des choses. Je pense qu'il a voulu parler d'autres choses et que les gens n'attendaient pas sur ce qu'il voulait parler. Il voulait parler de création, d'art et tout ça avec la création et mélanger un mythe qu'il a lui-même créé. Et il s'est viandé parce qu'il pensait que ça allait intéresser ses fans. Bien sûr. Non, les fans voulaient du Alien et c'est pas arrivé. Mais quelque part, si on revoit le film maintenant, pensez à ce que je vous dis, c'est un film sur l'art et la création. Ouais. Voilà. Et ça, si vous voyez le film et la nouvelle trilogie comme ça, vous verrez que il y a des choses à retenir dedans. Donc après cette micro-coupure que personne n'aura vue parce qu'on n'avait plus de batterie. C'est la magie. Seul sur Mars, voilà, clairement. Je viens de me taper un sprint de 20 km à pied pour aller chercher une batterie. Je suis très très en âge. Donc Seul sur Mars. Ok. Film qui pour moi a sa place dans le top de la décennie. Ok. Moi en 8e position ce sera Blade Runner 2049 parce que la décennie elle est à Denis Villeneuve. Je suis désolé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je l'ai pas vu. Cet homme a vraiment un point de vue, une réalisation particulière et j'adhère vachement à son univers. Et je trouve que de faire une suite à Blade Runner, c'était plutôt couillu. C'est une suite qui ne vaut pas le premier volet de Ridley Scott, mais c'est une suite qui a le mérite d'être parce qu'elle
Elle a un parti pris qui est intéressant. C'est une suite sans être vraiment une suite de l'univers visuel de Scott. Mhm. C'est, je trouve, un film qui se tient. Voilà. Et pour moi, ça a été une jolie petite baffe visuelle parce que j'aime son univers. Et bon, il l'a prouvé avec Primal et puis avec d'autres films. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Mais pour moi, Denis Villeneuve, ben, j'ai vraiment hâte de voir Dune parce que c'est vraiment en plus un univers qui, je pense, va lui aller comme un gant. Ouais. C'est possible, moi je te dis, j'ai pas vu ni le premier Blade Runner ni le nouveau, donc c'est quelque chose qu'il faut que je rattrape. Je dois le faire. Cours, tu as de la chance de ne pas les avoir encore vus, de pouvoir Ouais. les découvrir. Cours. Il paraît. Donc le numéro 8 pour moi, c'est un film de Damien Chazelle, Hmm. musical, c'est Whiplash. Un Whiplash. film grandiose Je suis d'accord avec toi. sur la batterie. Alors pour moi, ce film, tu vois, je l'ai oublié, mais c'est le Full Metal Jacket de la musique. Ah ouais, peut-être. Je trouve que Yes. et j'aime beaucoup Damien Chazelle. Alors je suis désolé, je vais faire hurler et bondir certaines personnes. Aïe. J'ai adoré Whiplash. J'ai beaucoup aimé en fin de compte First Man avec Ryan Gosling. Faut que je le vois. Les Et gens ont je pas suis aimé. désolé. Hein? Les gens ont pas aimé First Man. Bon, ça n'a pas été d'accord. une explosion de joie, mais avec le recul, j'ai beaucoup aimé sa vision Sa sur vision. le film. Et je suis désolé, mais j'ai détesté La La Land. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, c'est le point noir de sa carrière. Je suis désolé, hein, C'est je vrai. sais que je vais avoir beaucoup de dislikes, mais ce film est une minauderie, enfin un truc sirupeux sans intérêt. Je suis désolé, c'est perdu là-dedans. Alors moi, peut-être que ça raconte quelque chose. Moi, ça m'a raconté rien du tout. Ça m'a pas touché. C'est un univers qui m'appartient pas. Pour moi, c'est de la T'as pas gaudriole. peur, hein? C'est de la gaudriole. Ah ouais, mais je l'assume complètement. C'est de la gaudriole. Je peux pas piffrer Emma Stone. Oh non, ah non, ça je te laisserai pas. Ben, si je le dis, je peux pas la voir. Je la supporte pas. Elle m'énerve, je sais pas. Il y a des acteurs comme ça, vous les aimez pas. Tous, ça, quelqu'un, une bête Ouais, noire. mais tu leur as pas donné la vraie raison de pourquoi t'aimes pas Emma Stone. Pourquoi C'est moi, tu me l'as donné. Oui, ben, c'est juste un problème physique. Je peux pas la voir, je la supporte pas. Je la trouve tartignole au possible. Bon, bref. J'adore Damien Chazelle quand il fait du Whiplash, qui est vraiment le. C'est une tuerie ce film. Oui, je suis d'accord. C'est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. C'est pour ça que c'est d'autant plus décevant d'avoir cette espèce de truc sirupeux, La La Land, après, qui est certes musicalement intéressant, mais alors le film en lui-même, excusez-moi, mais. J'ai bien aimé. À part la fin, j'ai bien aimé. Et First Man, bah non, très très bon film. Très Il faut bon que je le film. vois. Voilà. Ça fait un moment que Très je très le beau vois. IMAX sur First Man, notamment l'alunissage à la fin. J'allais dire atterrissage. L'alunissage à la fin est vraiment extraordinaire. C'est un Je très, t'en très dirai beau des film. nouvelles. Ouais. Alors numéro 7, moi je peux pas les dissocier, je suis désolé, c'est un ex-aequo. C'est Sicario 1 et Sicario 2. Parce que pour moi ce sont deux excellents films, c'est un peu le renouveau du thriller et c'est en plus en parallèle de Narcos, il y a des similitudes, à part que le style Villeneuve se calque sur un univers qui est réaliste, parce que c'est quand même traité de façon assez réaliste. On n'est pas dans un jeu vidéo, mais on est vraiment dans une espèce de monde de complot, de bassesse, de politique, de géopolitique, de trafic de drogue à l'international, de terrorisme. Et je trouve que tout ça est mené avec brio, avec sécheresse, je dirais, parce qu'il y a des scènes très sèches dans ces deux films-là. Et je trouve que sa vision du monde est assez juste, finalement. Denis Villeneuve a une vision du monde assez juste. Je les ai jamais vus. Et là, heureusement pour le cinéphile que je suis, et malheureusement pour l'être terrien appartenant à cette planète que je suis, c'est malheureusement une vision assez juste qui, moi, me touche en plein cœur. Ouais. Voilà, ouais. C'est impactant, Sicario 1 et Sicario 2, et les deux sont indissociables, parce que je trouve que c'est vraiment deux films différents, mais c'est une suite parfaite. D'accord. Il n'y a pas eu bon, en plus entre les deux films, il n'y a pas eu trop de temps qui s'est passé. On reprend puis Benicio del Toro, je suis désolé, il est impérial dedans. Josh Brolin qui est là en train d'essayer d'aider son pote comme il peut, mais malheureusement il y a le système qui le bouffe. Non, franchement, c'est vraiment deux films extraordinaires. Alors, le deuxième n'a pas été réalisé par Denis Villeneuve, mais bon, c'est lui qui a instauré l'univers, mais vraiment c'est deux excellents films. Voilà. D'accord, peut-être que je Pour moi, le Sicario 2, c'est l'Empire contre-attaque du film de Narcos. Voilà. Je vois. C'est un film très sombre qui a sa particularité, sa personnalité qui est vraiment très très intéressante. Voilà. Ok, ben moi, tu vas pas du tout être d'accord parce que moi, je suis. Je suis pas d'accord. Ah, mais là, pas du tout. Hein. Là, je suis très grand fan des studios Pixar, moi. Ouais. Et pour moi, c'est les deux petites pépites de ces dernières années, c'est Vice Versa et Coco. Voilà, c'est un ex-aequo pour moi. Je sais que c'est les deux que tu avais testé. Détesté. Voilà, pour moi, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. C'est ces deux petites pépites, Vice Versa, qui m'a bouleversé de par son message sur l'adolescence et la dépression. Je m'y suis retrouvé, moi, plus jeune. Ça m'a bouleversé. En plus, je l'ai vu pendant une période où j'étais malade, donc ça m'a beaucoup touché.
Et Coco qui m'a fait découvrir un univers, un monde des morts, en musique, enfin la fête des morts, je veux dire, mexicaine, qui m'a limite donné envie d'aller visiter le Mexique. De la joie. Ah bah tu peux regarder bonheur. Sicario, tu vas avoir envie de visiter le Ouais, Mexique. mais après voilà, D'une autre je façon. comprends bien. Mais voilà, c'est 2 films qui m'ont transporté, que j'ai adoré pour moi cette année. Parce que comme j'adore les films d'animation, il fallait que j'en mette au moins un dans mon top. J'ai pris ces 2-là sans Ok. hésiter. Nickel. Bon. Moi en 6ème position, je vais essayer de faire un peu plus simple, un peu plus moins long. 6ème place, Logan de James Mangold. Bah, tout simplement voulais le parce que c'est un film de super-héros qui se tient. Voilà, je ne vois même pas comme un film de super-héros, d'ailleurs, je vois comme un film tout court. Et voilà, j'ai eu l'impression que vous savez, c'est un peu comme la petite BD, la petite pépite que vous avez, qui appartient à un univers, mais qui est un peu différente des autres, que vous prenez plaisir à lire, et qui a son univers propre. Voilà. Ouais. Logan, c'est un peu ça, un peu comme Joker, tu vois, c'est un peu le point commun qu'ont ces 2 films-là. Ils sont d'ailleurs de 2 maisons différentes, mais il y a, et je pense, le même finish, enfin la même conclusion pour ces 2 films. Ce sont 2 petites pépites dans 2 univers qui sont préétablis. Et ça fait plaisir. Un peu comme Dark Knight de Frank Miller dans l'univers Batman. C'est vrai. Tu vois, tu me fais regretter de ne pas l'avoir mettre, alors je vais le mettre ex aequo avec un autre. Ah. Et je sais exactement avec lequel. Bon, écoute, Tu m'as donné une idée. Mec, c'est pas tant mieux. Parce que c'est vraiment une tuerie, Logan. Ah oui, c'est une durée, Logan. Je suis C'est- d'accord. Toi, donc, là, ta 5e. Ma 6ème, alors je voulais prendre un film de Tarantino. Mhm. Parce que bon, ben voilà, c'est un maître. Et j'ai pris le meilleur de cette décennie, je pense, c'est Django Unchained. D'accord. Bon, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Django Unchained? hommage tout au le monde l'a western vu, tout le monde spaghetti. le connaît. Voilà. Tu sais qu'il y a une suite en C'est- préparation, soi-disant, avec Django Unchained contre Zorro en plus. On C'est va vrai. arrêter les suites. Hein, à un C'est vrai moment en donné. plus. Oh là là. Il veut vraiment faire un truc, un hommage aux séries Z de Kill des années Bill 50. 3, si c'est pas la Ouais, ça, petite qui va se venger, oui. ça va être nul. Ouais. Moi, les suites, c'est bon, on laisse tomber. Ah, tu es d'accord avec moi? Enfin, il faut arrêter les suites. Bon, Tarantino, oui. oui, bon, pour Mais tout. à part Kill Bill 2 que j'avais bien aimé. Essayez d'innover, les réals. Essayez d'innover. Il y a des tas de sujets qu'on peut aborder qui sont tout aussi intéressants. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut laisser un peu dormir. Ouais. Donc pour moi, Django Unchained, c'est le. J'ai hésité avec les 8 salopards quand même. Mais c'est le film de la décennie qui a marqué la carrière de Tarantino. J'ai beaucoup aimé Django, mais oui, ça pas, j'ai pas aimé. J'ai hésité. Je trouvais que c'était un peu un remake inavoué de Reservoir Dogs, mais version western. Ah oui, En totalement. Plus, et en plus sur 3 heures, quoi. Totalement. Et je trouvais que les deux, là, par contre, ça se mariait moins bien. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Moi, en 5e position, je vais passer très vite. C'était Once Upon a Time, on en a déjà parlé. Ah ouais. Je te laisse y aller. Ben voilà, moi en 5ème position, c'était Joker. Hmm. Mais du coup, je vais coupler avec Logan. D'accord. Bah Parce oui. qu'au final, les deux se marient super bien. Je Et je suis sais pas pourquoi j'y ai pas pensé quand j'ai créé, parce que je voulais mettre Logan et puis je suis arrivé à la fin, j'ai dit merde, j'ai pas pu le mettre. Bah, je suis d'accord. Donc je mets Logan avec Joker, clairement. Ok, écoute. 4e, mon dernier ex aequo, ça sera 2 films qui ont des similitudes parce que ce sont 2 westerns. C'est The Revenant de Iñárritu avec DiCaprio. Il y a beaucoup de DiCaprio d'ailleurs, je remarque dans mon top décennie. Et Hostile là, avec Christian Bale. Ça, je l'ai pas vu. Excellent film de Scott Cooper qui en raconte beaucoup sur l'être humain, même si c'est un western ultra violent, avec des accents un peu pékinpiens et avec un côté un peu James Gray d'ailleurs. Ouais, j'adore. Et franchement, c'est vraiment un excellent film Hostile avec une fin qui touche en plein cœur. D'accord. Voilà. Tu vois, moi j'ai pas du tout aimé The Revenant. Ah, j'ai adoré The Revenant, moi. En plus, c'est Je une suis histoire ennuyé. vraie. Mais j'aime les films moi, qui parlent de choses vraies parce que c'est un héros pas Et moi national. aussi à la base. Mais c'est Hugh Glass, il reprend la vie de Hugh Glass Mm. et je trouvais que son traitement, parce qu'il y a déjà eu des films sur The Revenant, notamment le Convoi Sauvage, je crois, et j'aimais bien ce traitement qui est vraiment particulier et proche d'un Malik avec les Nouveaux Mondes, tu vois, il y a quelque chose de Malik dans The Revenant et j'ai beaucoup aimé ça. Je peux comprendre. Mais je suis fan, moi. Moi je me suis un peu ennuyé. mais- J'aime bien ces images avec des fish eyes où ça court dans tous les sens et où on respire la nature, j'ai l'impression que... Bah, j'aime ça. Voilà, il y a des moments, ça me fait du bien de voir ça au cinéma. Je comprends. Alors moi, mon 4ème, c'est ça? Parce que j'en ai parlé plus tôt et parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma coréen. Regardez comme je plus devrais. tôt On en a parlé plus tôt, j'ai dit. Plutôt le chien. Non, c'est parce que j'ai une blague, j'ai un stylo plutôt et je fais toujours regarder plutôt, ça me Ah. fait penser à ça. Donc. Non mais les rigolotes, C'est pas grave, elle est très, très nulle. Faites semblant de rigoler. Euh, Donc je l'ai dit, c'est le film qui m'a fait m'intéresser au cinéma coréen et pour ça c'est un de mes films de la décennie, c'est Parasite. D'accord, ok. Bon. On a déjà parlé, on va parler Voilà. dessus. On est C'est- tous d'accord, c'était un très bon film. Mon numéro 3, Inception de Christopher Nolan. Parce que je suis désolé, c'est un des meilleurs films d'action et qu'en plus qui est pas très très con, hein, qui fait Oh non. réfléchir. Ça a été une grosse baffe quand je l'ai vu visuel de toute façon. Voilà, j'ai vu un film très original pour le coup. Je suis désolé. J'ai même un peu peur que Tenet soit un peu une ressucée de Inception. Quand Mais on si voit la c'est bien bande-annonce. fait. Peut-être, mais bon, voilà. J'ai
j'ai vraiment pris une baffe. Inception, c'était vraiment tout nouveau. C'était un peu comme Matrix. On voyait un film nouveau, un film d'action qui se renouvelait. Et ben Inception, voilà, il mérite sa place dedans. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce film merveilleux avec Tom Hardy. En plus, il a révélé Tom Hardy avec DiCaprio. Enfin voilà, c'est un grand film. D'accord, ben moi 3ème place, bon, j'en ai encore parlé tout à l'heure. Voilà, comme je vous dis, j'ai eu un trou, donc forcément il y a des films au milieu que je ne pourrais pas voir. C'est Green Book, parce qu'il m'a bouleversé. J'ai pas d'autre mot. J'ai adoré ce film. C'est un très bon film, Green Book. Hein, c'est un film qui m'a transporté. C'est un film qu'il faut voir. Histoire vraie, encore une fois. Ouais. D'ailleurs, on voit les photos, c'est touchant d'ailleurs, parce qu'on voit les photos des vrais personnages. Totalement. Non, c'est pour moi, il a sa place dans le top de la décennie en fait. C'est un bon film, Green Book. C'est vrai que je l'ai mis nulle part, mais il restera dans mes mentions spéciales et honorables de l'année, de la décennie. Moi, en 2e place, je suis pour le retour des vieux réalisateurs qui envoient du lourd. Hein. Je suis désolé, mais George Miller, dans cette décennie, nous a fait un Mad Max Fury Road qui envoie sa mère. Je suis désolé, je ne veux pas être vulgaire, mais le gars, il avait je ne sais pas quel âge, il nous a fait un des meilleurs films d'action de la décennie. Et puis, au-delà de ça, c'était une espèce d'odyssée épique. Franchement, il y a beaucoup de références à la mythologie dans ce film, qu'on le veuille ou non. Et qu'on ait remplacé Mel Gibson, Tom Hardy s'en sort honorablement, même s'il n'a pas le charisme d'un Gibson. Mais franchement, on n'en est pas loin quand même. C'est vraiment une tuerie ce film. Je veux dire, c'est une odyssée et j'ai pris ça comme tel. Et ça m'a fait voyager. J'ai pris une bouffée d'air et de violence. Et voilà, c'est des choses comme un film, on ne peut pas forcément tout le temps les expliquer. Mad Max Fury Road, c'était une bombe. Au moment où il est arrivé, il avait fait l'ouverture de Cannes, je crois. Et c'est à voir et à revoir. C'est le genre de film qui... C'est du petit lait. C'est du petit lait et fait par un mec qui est plus censé faire ce genre de film et qui a fait 100 fois mieux que tous les petits jeunes réunis à eux tout seuls. À lui tout seul, pardon. Et non, Mad Max Fury Road, ça a été la baffe de la décennie en termes de films d'action, notamment. Voilà. D'accord. Moi, numéro 2, c'est mon dernier ex-aequo. C'est un ex-aequo Nolan, c'est Inception et Interstellar. D'accord. Voilà, c'est 2 films qui m'ont... Je suis moins fan d'Interstellar, mais bon. Moi, Interstellar, c'est un bon film, hein. Il m'a projeté, c'est-à-dire que c'est le genre de film que tu regardes, tu te sens tellement petit. Ah oui, c'est sûr. Tu te dis on est à rien. Il y a un côté kubrickien, je trouve, dans Interstellar. C'est vrai, il y a un petit quelque chose. De remettre un peu comme à la fin d'Odyssée de l'espace. Enfin, il y a quelque chose qui me fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace à la fin d'Interstellar. Donc voilà, Inception pour exactement les mêmes raisons que tu as pu énoncer, on est totalement d'accord. Et Interstellar parce que il m'a fait voyager, il m'a fait me poser des questions, il m'a fait déprimer, il m'a fait plein de sensations à la fois en fait. Non, c'est un film qui est bon aussi. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas plus mis que ça, parce que pour moi, Inception a apporté des choses nouvelles. Alors, ton numéro 1 ou mon numéro 1 Comment on fait ? Ah, mon numéro 1, j'en ai déjà parlé. Hein. Je vais même vous avouer un truc, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Hélas, comme il n'est pas de cette année, je l'ai découvert moi cette année, je peux pas le mettre dans le top de la décennie, mais pour moi, le choc de tous les chocs de cette année, c'est J'ai rencontré le diable, I Saw the Devil. Je suis désolé, mais ce film-là, c'est tout ce que j'aime. C'est l'ambiance de polar noir, style années 70s, même si c'est un film coréen. C'est une traque de tueur en série machiavélique. En plus, ça relance sur les codes. Je veux dire, c'est du Seven, mais c'est pas du Seven au finish, parce qu'il y a un contre-coup dans le film qui fait qu'on prend les choses de façon différente. Et il y a des scènes chocs qui s'entremêlent dans une espèce de spirale qui nous amène à cette fin qui est ignoble d'ailleurs, mais pour moi c'est un choc. Ce film est un choc. Et c'est ce que j'adore et ce que j'ai dit déjà dans le cinéma coréen, ça rebalance tout. Et c'est innovant, c'est créateur et ça reste cohérent et juste. Moi je reconseille, parce qu'on a parlé de Memory of Murders, qui est très proche d'un film comme le Zodiac de Fincher. C'est des films qui sont excellents. Le cinéma coréen pullule, où le gangster, le flic et l'assassin pullule de choses innovantes, je trouve. Et je trouve que ça fait du bien. Et pour moi, ça a été vraiment la vraie révélation cinématographique de l'année, c'est le cinéma coréen. Et le meilleur film de la décennie, pour moi, c'est celui qui m'a fait le plus d'effet, c'est celui-là. Je te cache pas qu'il était dans ma liste, quand j'ai fait une liste de tous les films, il y était. Bon, et je l'ai pas mis, j'aurais peut-être pu le mettre ex aequo avec Parasite, parce qu'au final, c'est Parasite qui m'a amené à le voir. Je l'ai pas fait, mais c'est un très très bon film. Voilà. Et moi, mon numéro 1, à une place près, c'est Mad Max Fury Road. J'avais même pas vu, tu vois, je vois pas avec mes lunettes parce que je vois rien avec les spots, vous inquiétez pas, c'est pas pour faire la star, je vois que dalle. Mad Max Fury Road, quoi. Bordel. Bordel. Ouais. C'est une de mes plus grandes inspirations, enfin une partie de mon court-métrage que j'ai réalisé. La post-apocalypse. Tu vois, j'ai fait cette partie-là avec la voiture par rapport à Mad Max. Je me suis imaginé Mad Max, quoi. Non, c'est une tuerie. Non, il n'y a rien à dire, c'est le film quasi parfait, Mad Max. C'est une tuerie.
Un film qui allie, alors rare film qui allie parfaitement les effets numériques et les effets de plateau. Ouais. On n'a même pas l'impression qu'il y a des effets. Il y en a, hein, parce que bon, forcément, les tempêtes Ça, et tout ça, c'est Même plus Mais- la colorimétrie. Une photo superbe. Une photo. et une actrice, tout est Charlize grandiose. Theron, qui est extraordinaire aussi, en Furiosa, excellente. C'est vrai que c'est Charlize en même temps. Voilà. Non. Alors pour conclure, on va parler peut-être un petit peu de nos attentes, et Ouais. puis on va vous laisser tranquille après cette émission. Ouais, alors attends, ça va être il n'y a pas beaucoup en fait au final. Bah ouais, il y a quelques films. Quelques Moi, trucs. j'en ai marqué quelques-uns qui me titillent les papilles, comme on dit. Allez. Voilà. Alors moi, évidemment, j'attends le prochain James Bond. Hein, après le très très mauvais Spectre. Ah oui, il était mauvais. Ouais, il était pas bon, j'ai pas aimé J'ai du pas tout. vu. Pourtant, je suis fan de James Bond. J'avais adoré Skyfall, qui avait mis le level très très haut. Et qui a, hélas, avec ce Spectre, qui est pourtant du même réalisateur, que Sam Mendes, qui est un excellent réalisateur. Qui d'ailleurs, j'attends avec Sur un impatience, film, là. 1917. Ah ouais, carrément. Avec son faux plan séquence, parce que je vous le dis tout de suite, c'est un faux plan séquence. Mais évidemment, ça, tout le monde pourra s'en douter. On ne peut pas faire un film d'1h45 avec un seul plan séquence. On sait jamais. Surtout un film de guerre. Non, ils ont cassé le mystère. Il n'y a pas de plan séquence qui dure tout le film. C'est en partie un plan séquence, mais C'est déjà il est bien truqué. s'il y a 2-3 plans séquences, c'est déjà un gros. Il volerait la vedette à John Woo, qui détenait le record du plan séquence le plus long, je crois, dans la fusillade, Voilà. dans le film à toute épreuve. C'est déjà pas Qui mal. déjà était un faux plan séquence parce qu'il était coupé en plein milieu. D'accord. Donc voilà, j'attends évidemment Dune de Denis Villeneuve, forcément. Donc là, j'avoue qu'en tant que fan du réal, c'est énorme. J'attends le prochain Guy Ritchie, qui revient à ses sources. C'est quoi déjà qui fait là The Gentleman avec Matthew McConaughey, Hugh Grant. Oui. Donc voilà, il revient un peu à Snatch, quoi, à l'univers Snatch. C'est vrai que j'ai vu ça passer, ça Et peut de être voir sympa. Hugh Grant dans son univers m'intéresse fortement. Moi, Mm. j'adore Hugh Grant, je trouve que c'est dommage qu'il tourne plus. Et de Ah le ouais. voir dans l'univers Guy Ritchie, ça m'intéresse énormément. Un film aussi m'interpelle, c'est Uncut Games avec Adam Sandler, qui d'habitude fait des gros nanars en ce moment. Comment ça Et s'écrit c'est un film qui sort, alors Uncut, comme Uncut, J'ai pas vu et parler. Games, G-E-M. Il sort sur Netflix à la fin du mois, Ouais. et il y a des très très bons échos. C'est l'histoire d'un diamantaire new-yorkais à qui il arrive des énormes problèmes. D'accord, Voilà, donc intéressant. c'est rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. C'est Ouais. vraiment un thriller, et apparaît-il dedans, Adam Sandler est extraordinaire, et le pitch du film m'emballe parce que c'est vraiment original, je trouve. D'accord. L'univers des diamantaires new-yorkais, vous voyez tous les petites boutiques de revendeurs, ça parle de ça, et donc ça m'intéresse un peu. Évidemment, la hype de fou, je suis désolé, mais ça c'est plutôt une hype générationnelle, c'est Top Gun 2. En Non, plus, pas du tout. réalisé par Kosinski, c'est dommage que Tony Scott ne soit plus ici, de ce monde, parce que Kosinski c'est Oblivion, et Oblivion c'était vraiment un film C'était visuel. bien. C'est lui qui réalise Top Gun 2, et puis ça se voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Si vous D'accord. regardez, on voit vraiment un style Kosinski dedans. En 2019, j'attends aussi le nouveau Verhoeven, Benedetta, avec Virginie Efira. Voilà, parce que la demoiselle s'émancipe maintenant dans les films. Elle fait des films un peu trash, je trouve, Virginie Efira. Et puis alors là, le mélange avec Paul Verhoeven, j'avoue, m'intéresse fortement. Ouais. Il y a toujours des films très sulfureux, et j'avoue que même les films qu'il a fait en France, pour un réalisateur, je trouve un peu pertinents. J'avais beaucoup aimé son dernier film qui était sorti. D'accord, moi je connais pas trop, je t'avoue que là. Bon, en plus, c'est un des grands réalisateurs donc, de ce siècle. Et pour finir dans mes attentes, L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Même Ouais. si on a vu dernièrement la bande-annonce avec ce chien qui est pas très très bien fait, j'espère que le film au moins apportera quelque chose de nouveau par rapport à cette adaptation du livre de Jack London. J'adore Ouais, Jack London ça et peut être j'adore sympa. Harrison Ford, donc le mélange était vraiment pertinent. Il y a Omar Sy aussi qui joue dedans, Oui, j'ai vu. Ouais. donc c'est intéressant. Vite fait sur ce que j'attends pas. Vas-y. Black Widow, je m'en fous. Oui. Sans un bruit Pas d'eux, étonnant. je m'en fous. Ah non, pas moi. Fast and Furious 9, je m'en contrefous. Moi aussi. Et tous les prochains Disney à venir, je vous avouerai qu'à part les Pixar, je m'en fous complètement, notamment La Princesse au mois de décembre. Ah non. Je m'en tape royalement. Non. Parce que pour moi, tout ça, c'est pas nouveau, ça va être de la ressucée. Et vous verrez qu'en 2020, on fera un bilan, ça sera pareil. Et que ça n'amènera absolument rien. Et ça va faire un carton de toute façon, donc mon avis ne compte pas. Et Bird of Prey, tu t'en fous pas? Complètement. Voilà, on est d'accord. Il y a un paquet de films, en fait, je crois, cette année. J'avoue, Bah, je vous là, avouerai c'est une qu'en année voyant compliquée, la hein. liste de cette année 2020, ça fait pas rêver. Hein. On a regardé le détail de tous Clairement les films, pas. là, notamment pour faire la programmation du cinéma. C'est ça. C'est très très compliqué parce que c'est pas. Alors, j'espère qu'il y a des films qui vont sortir et qui vont se révéler être surprenants. Ce serait bien, ouais. Mais bon, voilà, c'est pas le rêve, c'est pas le Pérou cette année. Parce que ouais, moi j'attends Sonic par curiosité. Mhm. Très honnêtement, par curiosité. Bon, tu peux le dire? Bon, je sais que toi tu l'attends. De Je quoi? m'en fous de Sonic. Mais je sais que tu t'en fous. Je sais que tu t'en fous. Moi, c'est parce que j'aime bien les jeux vidéo, donc. Je sais, je comprends. Je l'attends un peu. J'attends Free Player avec comment il s'appelle, Ryan Reynolds. Voilà.
Parce que j'aime bien le concept, ça. Mais il n'y a pas de gros trucs là Ah non, transcendants. il y a je me même dis. pas de blockbuster de fou. si, à part James Bond. Antebellum, Ouais. c'est par les producteurs de Us et de Ouais, Get mais Out. c'est pas un truc qui touche tous les publics. Non, c'est du film d'horreur, Un hein. gros blockbuster pour moi, c'est un film qui va rassembler toutes les générations. Ouais, non, là, La mienne y compris. Cette année, Qui est censé. on aura Raya, la princesse Disney. Moi j'ai envie de la voir, mais après, je peux comprendre que ça Non, t'attire Raya, pas. c'est Raya de ma liste. Oh putain. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Bon, on va rester quand même positif. Hein. On va se Bon. dire qu'il va y avoir des méga surprises du style Joker et tout ça, des films qu'on n'attend pas forcément. Faut espérer, ouais. Et puis on verra bien en fin d'année, on vous fera un nouveau bilan et on Ouais. continuera à critiquer tous les films et en tant que passionnés de cinéma dans ce merveilleux lieu qui nous accueille à chaque émission. Ouais. On remercie évidemment l'Amérique est partenaire de Du cette cinéma, émission parce de qu'elle l'émission. nous permet de faire l'émission ici. Et puis voilà, écoutez, on vous dit un bon début d'année. Ouais. On se revoit très vite. Une pour, bonne année, on n'a pas dit bonne année. Oui, Donc, c'est bonne année. Bonne année À la fin. Voilà, c'est mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est ça. Et puis on se revoit pour une prochaine critique. Je sais pas ce qu'on critiquera prochainement. Oh, 1917, je pense. Oui, c'est certainement ce qu'on va faire, ouais, effectivement. Donc voilà. On Et vous peut-être dit- The Grudge, ça t'intéresse The Grudge? Bon, non, moi, Non, je bon. suis plus reboot, j'en ai marre des reboots. Moi j'irai voir The Grudge. quand Allez, même. allez le voir. Mais... Essayons de voir des films un peu voilà, qui apportent quelque chose. Oui, c'est sûr. Alors, après, peut-être qu'il est bien, j'en sais rien. Je suis fan de films d'horreur, Oui. j'arrive pas à passer à côté. Quoi. Voilà, et bien on vous dit au revoir, à bientôt et à la prochaine critique. Et merci encore. Allez, ciao. Au programme de votre cinéma municipal, Marcel Pagnol, retrouvez ce mois-ci Star Wars, l'ascension de Skywalker, Chanson douce, Brooklyn Affairs, À couteau tiré, Charlie's Angels, Une vie cachée, Manhattan Lockdown, Joyeuse retraite, Rendez-vous chez les Malawa, Notre-Dame, Play, Sol, Selfie et enfin Une belle équipe. Prochainement dans votre cinéma, vous retrouverez des films comme 1917. En attendant, vous pouvez retrouver le programme à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.